Eh oui, c'est la 100e de Bistro Liberté et pour l'occasion, nous vous avons concocté un super casting de sociétaires. Sans plus attendre, retrouvons Martial Bild pour cette formule spéciale anniversaire. Merci, bienvenue dans ce 100e numéro de Bistro Liberté. Avec une partie non négligeable des sociétaires qui se sont succédés autour de moi et autour de cette bistrot pendant 5 ans. Je veux saluer tout de suite Francis Bergeron du quotidien Présent, Arnaud Menu, conseiller en communication, Patrick Luzinski du mensuel Éléments que je vous présente avec Étienne Chouard, la tête pensante des Gilets jaunes. C'est le dernier numéro d'Éléments. Je salue aussi Daoud Bourzala, vieux camarade qui n'était pas venu depuis longtemps et qui est venu avec le dernier numéro de Causeur, explosion des actes antichrétiens, ces victimes dont on ne parle pas. Causeur, dont vous êtes le rédacteur en chef adjoint. Philippe Randa, un vieux de la vieille, là depuis le début de Bistro Liberté, c'est un peu avec Nicolas Gauthier, nos deux vieux du Muppets. Eh bien, vous êtes... Guy, vous ne viendrez pas dire les jeunes... Il va falloir prendre un micro, vous n'en avez pas. Voilà. Ah oui, j'ai pas de micro. Donc voilà, donc les deux jeunes de Bistro Liberté avec moi. Philippe Randa pour le site Euroliberté, Nicolas Gauthier, que je viens de citer à l'instant pour Boulevard Voltaire, Édouard Chano, que l'on ne présente plus pour Spoutnik, ainsi qu'Olivier François pour le magazine Éléments, et puis aussi la nouvelle librairie qui est 11 rue Médicis dans le 6e arrondissement de Paris. Si je ne l'ai pas dit 100 fois, je ne l'ai pas dit une fois, représentée par Arnaud Danjou et Pierre Gentillet, que vous connaissez, va nous rejoindre aussi. Et puis je salue aussi les absents qui ont toujours tort d'être absents. Les femmes, on n'a pas de femmes ce soir, elles sont toutes, par-ci, par-là. Caroline Parmentier, maintenant s'est engagée aux côtés de Jordan Bardella, Béatrice Bourges qui travaille, Charlotte Dornelas à Valeurs Actuelles qui vous embrasse mais qui n'est pas là non plus, Constante Prazel, Bérénice Levet, Stéphanie Bignon et aussi il y a longtemps, mais c'est une écrivaine comme ils disent maintenant, un écrivain remarquable, Solange Bier-Charton. Et puis pour les hommes, Pierre-Alexandre Bouclet, Arnaud Stéphan et puis Romaric Sangars qui n'est pas là cette fois-ci mais qui est en train de préparer le prochain numéro de l'Incorrect, celui-ci est mis en une. Henri Guénaud, dernière nouvelle de l'Occident, Romaric Sangars, Nicolas Gardère, que l'on salue et qui est dorénavant à Bordeaux, et Louis Gouillon-Matignon. Et puis, j'en profite aussi, et c'est les dernières salutations, celle d'Ignace, notre dessinateur présent depuis le premier numéro de Bistro Liberté. Les techniciens, bien évidemment, la réalisation, les 3 réalisateurs qui se succèdent, Benjamin Nicolas, il y a aussi, je vais les oublier, il y a Sébastien François et enfin Raphaël Daudeville qui est ce soir aux manettes et qui réalise cette émission. Si vous avez à vous plaindre, Raphaël Daudeville et puis bien sûr le producteur de l'émission, mon camarade et ami Arnaud Soyer. Et le Bistro Liberté ne se ferait pas sans notre public adoré. Le public, c'est celui des donateurs. Et puis depuis le début, ce sont les étudiants de la cocarde étudiante, c'est un beau syndicat, il réussit en ce moment, il fait des voix, il arrive à s'implanter dans beaucoup de facultés et ils ont été présents avec nous depuis le début de leur existence. Je salue la cocarde étudiante et tout le travail qu'il fait et plus particulièrement mon ami Quentin. Voilà, c'est les remerciements qui ont été faits. J'ai forcément oublié beaucoup de monde. J'oublie bien sûr tous les bénévoles qui nous aident, qui nous reçoivent, les responsables du commerciaux, Virgile Darnoncourt et Rodolphe, qui s'occupent aussi des donateurs, Marie-Thérèse. Il y a beaucoup de monde qui prépare ce Bistro Liberté ensemble. Et je voudrais aussi vous dire qu'il y a 5 personnes qui ont, par leur présence, fait en sorte que Bistro Liberté dépasse la barre des 100 000 téléspectateurs. Dans l'ordre, il y a eu le 5e, c'est tout récent, c'était un gilet jaune qui est venu il y a un mois de ça, c'était Philippe Pasco. Avant lui, qui a fait plus de vues, c'est l'écrivain Laurent Oberton. Plus de vues encore, qui arrive en 3e position. Je pense qu'il aurait préféré être en première, mais c'est Jean-Marie Le Pen qui a été le président du Front National. En 2e position, c'est Marion Maréchal, la directrice de l'ICEP, et puis elle a été battue d'une courte tête par celui qui est notre invité tout de suite et qui va nous rejoindre, Pierre Jovanovic. Pierre. Ah, voilà. Merci à vous. Merci. Pierre, bravo. Merci. Vous êtes le grand gagnant. C'est trop mignon. Ah.
Pierre. Alors Pierre, vous êtes le grand gagnant. C'est vous qui avez remporté, alors que vous venez quand même régulièrement à TV Liberté avec mon ami Olivier Pichon à Politique Éco, je vous reçois dans les Zooms. Et bien pourtant, ce Bistrot Liberté, qui était un Bistrot Liberté d'il y a 2 ou 3 ans, je crois, de cela, oui, c'est celui qui a dépassé, on doit être un peu plus de 200 000 vues pour ce Bistrot Liberté d'anthologie. Alors j'ai regardé, est-ce que je me suis dit... Précisons que le dernier Politique Éco a dépassé les 200 000. Et là, il n'a pas attendu 3 ans. Il n'a pas attendu 3 ans, j'en prends acte. Félicitations à Olivier Pichon, parce que j'adore faire cette émission avec lui, c'est un grand plaisir. Eh ben, c'est pas un plaisir partagé, c'est un vieux camarade que j'apprécie beaucoup, qui fait une très belle émission, avec maintenant d'ailleurs une nouvelle recrue, Pierre Bergerot, qui est à ses côtés. Alors j'ai regardé, je me suis dit, je ne vais pas parler, on va parler pendant quelques instants. Moi, je me suis dit quand même, il y a des choses dont on ne parle pas beaucoup. Par exemple, que vous avez eu plusieurs vies. Vous avez été tout d'abord... Vous allez me dire, je le suis encore, mais vous avez été tout d'abord journaliste et rien que journaliste. Et puis alors très socialiste, hein. Au Matin de Paris, c'est Perdriel et le Nouvel Obs qui est un peu votre papa. Hein. Vous êtes un gauchiste. Oui, enfin bon, j'ai commencé ma carrière avec Sylvie et Claude Perdriel, absolument, où je suis resté 2 ans assez rapidement. Et là, j'ai vraiment compris que le journalisme, c'est ce que je voulais faire. Et à ce moment-là, l'informatique, on était assez balbutiement. On rencontrait des gens comme Steve Jobs, comme Bill Gates, que personne ne connaissait à part quelques geeks comme nous. Et Philippe Tesson, donc, voyant qu'il avait pressenti que l'informatique allait devenir quelque chose d'énorme, m'avait embauché pour justement parler d'informatique dans la rubrique économie. Et j'y suis resté 17 ans. Vous êtes passé du Matin de Paris au Quotidien de Paris. C'était pas rien à l'époque. Le Quotidien de Paris, c'était un peu le présent de l'époque. C'était vu comme le journal de droite, donc d'extrême droite, donc facho. C'est-à-dire que... Bon, je vous l'apprends. Non, parce qu'à l'époque, il y avait un clivage dans la presse. On achetait le matin de Paris et on achetait le Quotidien de Paris. Et là, plus le Figaro, et là, on avait une vue, grosso modo, globale. Alors qu'aujourd'hui, ça n'existe plus. Je veux dire que vous prenez le Figaro ou Le Monde, grosso modo, ils vous racontent... il vous donne les mêmes informations. À l'époque, je trouve que la presse était, beaucoup plus intéressante. Pour vous donner une idée, je pense que les camarades ici présents, notamment de présent, je me souviens d'une époque où Minute, par exemple, battait des records de vente parce que tous ceux qui achetaient le Canard enchaîné achetaient Minute en même temps. C'était l'époque, si mes souvenirs sont bons, de Serge de Beketch, avant que Minute s'effondre à cause d'un changement de rédaction. Et en fait, je trouve que la presse aujourd'hui n'est plus du tout représentative de ce qui se passe parce qu'elle est devenue lisse. C'est devenu complètement lisse. Et vous savez que Éric Zemmour et moi, on a été embauchés quasiment en même temps au Quotidien de Paris. Donc on était tout jeunes, hein, on était des bébés, on va dire. Et donc on est resté jusqu'au bout, 17 ans, aussi bien lui que moi. Mais c'était une époque où Tesson nous a enseigné, comme Perdriel d'ailleurs, la liberté de la presse. Et je précise que j'ai été embauché au Quotidien de Paris parce que Tesson avait lu mes reportages sur le vol de l'informatique par le KGB. À l'époque, les Russes volaient tout ce qu'ils pouvaient en haute technologie. Voilà. Donc il n'y avait pas de fausses informations à l'époque, il y avait le vol d'ordinateurs et de logiciels. En qualité d'écrivain cette fois-ci, alors votre best-seller, c'est 1 million d'exemplaires. Absolument, en différentes langues. Depuis bien éloigné quand même de l'économie et de la finance dont vous venez souvent parler, c'était une enquête sur l'existence des anges gardiens. Oui. Vous avez eu un signe du ciel ? Oui, enfin... 1 million d'exemplaires, c'est un joli signe d'ailleurs. Oui, enfin, vous savez, au moment où je l'ai écrit, personne n'en voulait de mon livre. Les 10 plus grands éditeurs me l'ont tous jeté à la figure. Donc ça vous montre bien que l'édition française est incapable vraiment de voir... dès qu'on n'écrit plus comme eux le veulent, de la même façon qu'aujourd'hui, si un journaliste n'écrit plus comme le veut le rédacteur en chef choisi par le politique, par exemple au Figaro, ça y est, vous êtes viré. Moi, j'ai vécu une expérience, on m'a tiré dessus, j'étais dans une voiture, je l'ai raconté. Sur mon site, il y a également les preuves, parce que je suis un des rares, sinon le seul d'ailleurs qui a une preuve de police d'une plainte que j'avais déposée. Et j'étais tellement surexcité que j'ai expliqué aux policiers que j'avais vu la balle arriver au ralenti. Ce qui peut sembler étonnant, mais d'autres ont... Oui, mais
C'était bien avant que Matrix soit tourné. Ah, d'accord. Voilà. Et d'autres, des militaires surtout, ont vécu des expériences similaires. Et donc j'ai essayé de comprendre comment on peut voir une balle arriver au ralenti. Enfin, ça quand même, ça dépasse l'entendement, si le moins qu'on puisse dire. Et c'est au cours d'une enquête, vraiment par hasard, lorsque Armel Elio m'avait demandé de faire un article sur l'arrivée des électrocardiogrammes dans les hôpitaux, je ne sais plus trop. Et c'est là où j'ai entendu parler d'une expérience aux frontières de la mort, de quelqu'un qui est mort pendant 1 minute, qui est sorti de son corps, et qui disait avoir revécu sa vie, toute sa vie, alors qu'en bas, en fait, ici, pour nous, il était mort pour, on va dire, je sais pas, 1 minute, 2 minutes. Voilà, donc c'est comme ça que j'ai fait le rapprochement de ce temps ralenti. Et ensuite, vous savez, j'ai rencontré quelqu'un, tout à fait par hasard, dans une soirée de l'imprimeur, c'était Gérard de Villiers. Que vous connaissez tous, il est malheureusement décédé, et il m'a raconté une histoire similaire, où il sentait vraiment la présence de quelqu'un qui l'a gardé tout au long de sa vie, avec tous ses voyages, jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez dans ces livres un ange passe, etc., en tenue, avec des bombes, en porte-jartel, enfin, ce que vous voulez. Ah oui. Donc vous voyez que c'est quelque chose, l'ange, et c'est comme ça que j'ai essayé de comprendre, et c'est progressivement à travers les expériences aux frontières de la mort que m'ont raconté des anesthésistes, des cardiologues, des gens extrêmement sérieux, des pilotes de 747 qui entendaient une voix leur disant tu ne dois pas atterrir sur cette piste-là mais sur l'autre, ils se sont plantés. Voilà, donc j'en ai fait un livre et personne n'en a voulu. Non, c'est tout juste, c'est Daniel Philippaki qui a poussé à la publication. Donc je lui rends grâce. Alors dites-moi, votre ange gardien, un jour j'ai déjeuné avec vous, le serveur est arrivé, vous lui avez dit « Alors c'est qui ton ange gardien ?» Il était effaré, je croyais qu'il allait jeter les assiettes à travers le resto. Votre ange gardien à vous, il vous a pas protégé de la balle de la censure, parce que alors là, vous êtes touché. Oui, mais vous savez, la censure, vous savez, j'ai un ami éditeur qui m'a dit c'est ta légion d'honneur. Alors effectivement, je pense que c'est la censure d'un écrivain. Ça vaut 10 médailles des arts et des lettres ou je ne sais quoi. Ouais, enfin, parce que être censuré aujourd'hui... Tous les Cultura Leclerc, pour ne pas les citer, faisaient des signatures, badaboum, c'est fini. Ah bah oui, attendez, j'aborde quelque chose qui ennuie les milliardaires. Et précisons quand même que j'ai été censuré par toute la librairie de gauche du nord de la France, le Furet du Nord, le Furet du Nord. Et bien entendu, donc vous savez, le Furet du Nord et puis Cultura, tout ça, c'est la famille, par exemple, Muliez. Cultura, c'est la famille Muliez, par alliance ou pas, peu importe. Ils ont entre 20 et 35 milliards sur leur compte perso, et ils se sont installés en Belgique pour ne pas payer d'impôts, mais ils me censurent moi parce que j'explique à quel point, sur quotidien.com et dans la revue de presse qu'on fait avec Olivier Pichon, j'explique les tenants et aboutissants de cette crise bancaire qu'on vit depuis 2008, et j'explique depuis 2008 que désormais, on va vivre en esclavage si on ne se révolte pas contre les banques. Et c'est ce qui s'est passé. Depuis 10 ans, je dédicace le livre Blight Masters, parce que le titre c'est « Ce qu'elle a fait et ce qu'elle va faire », et je mettais 2 points, elle va déclencher la Révolution française 2.0. Je veux dire, je pense qu'il y a des centaines de lecteurs et de spectateurs d'ailleurs de TV Liberté qui le savent. Donc vous voyez, j'annonce les choses à l'avance, mais je veux dire, pour ma part, c'est pas difficile. D'une part parce qu'il suffit de suivre, comme on dit, l'argent. C'est le nerf de la guerre. Et là, quand vous voyez ce que font les banques depuis 2008, c'est-à-dire racheter tous les médias, justement pour qu'on ne parle pas d'elles. Pour ne pas parler de leur faillite monumentale. Et aujourd'hui, elles empêchent les Français de retirer leur argent. Pas plus tard qu'en arrivant tout à l'heure, je ne sais plus, je pense que c'est un spectateur qui disait « Mais c'est pire que ce que vous dites. » Oui, aujourd'hui, vous ne pouvez plus retirer votre argent. Si vous trouvez ça normal de ne pas pouvoir retirer de votre compte, mais moi je trouve ça c'est gravissime. Ça veut dire que vous êtes devenu le salarié non seulement de votre entreprise, mais en même temps salarié, mais à l'inverse l'esclave de la banque qui garde tout ce que vous ne dépensez pas. Et qui demande de justifier la dépense. Mais c'est gravissime. Alors qu'elles-mêmes font des blanchiments d'argent à coût de dizaines, de centaines des milliards. Là, on a une banque danoise, une banque suédoise. Elles ont blanchi de l'argent par je crois que c'était 5 milliards
d'euros, parce qu'elles se sont prises 100 millions en commission, en agio, on va dire ça. Hein, voilà. Donc, si vous avez beaucoup d'argent à blanchir, ils vous le font, mais si vous voulez virer, comme j'ai déjà dit, 2 000 euros ou 3 000 euros pour une vacance en Corse ou n'importe quoi, alors là, le banquier va vous demander des justificatifs, et patati patata. De nombre de lecteurs et de spectateurs qui m'ont dit « J'ai voulu acheter une voiture d'occasion à mon voisin, mais il voulait que je le paye en liquide », le banquier lui a pris la tête. Mais ça, c'est dans toutes les banques aujourd'hui en France. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, aujourd'hui, les banques disparaissent. Les distributeurs automatiques disparaissent dans toute la province. Aujourd'hui, les Français sont mis progressivement en esclavage, mais là, c'est graduel. C'est-à-dire que là, on a atteint 60-65%. Bientôt, vous ne pourrez plus dépenser quoi que ce soit sans le... Vous savez, c'est comme à la maternelle, il faut lever la main. « Madame, je peux aller faire pipi ? Hein, madame, monsieur, le banquier, je peux aller dépenser un peu d'argent, là ?» Mais en fait, si vous voulez, la situation des Français est aujourd'hui exactement la même que celle de la France vis-à-vis de l'Union européenne. Elle ne possède plus le contrôle de ses banques, elle ne possède plus le contrôle de ses finances. À chaque fois qu'elle veut faire des dépenses, elle doit lever la main de l'autorisation de faire pipi à Bruxelles. C'est triste, mais c'est comme ça. Et ces élections sont extrêmement importantes et je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. Ça fait 10 ans que j'informe les Français et maintenant je les vois dans les signatures, dans les dédicaces et vraiment je les remercie de leur soutien et le soutien qu'ils apportent également à TV Liberté parce que c'est devenu véritablement un espace de liberté. On est censuré de partout. Mais que des librairies censurent un écrivain, qui plus est des milliardaires censurent un écrivain, qui je suis moi par rapport à la famille Muliez qui possède 30 milliards, mais qui m'interdisent d'aller signer. Alors, en fait, ils vont par-dessus la tête de leurs libraires qui, eux, ont accepté. Hein, c'est ça que vous devez voir. Hein, voilà. Donc c'est vraiment, je gêne, je dérange avec les informations que je leur donne à travers la presse anglo-saxonne sur l'état des banques et sur ce qui se passe en France. Pierre, ma dernière question. J'ai regardé tous les livres que vous avez publiés, ils sont nombreux. Il y en a un qui a retenu mon attention qui s'appelle 777. Il développe la thèse d'une banqueroute universelle jumelée à la chute du Vatican. Banqueroute universelle a été annoncée, chute du Vatican, certains la craignent. Roman d'anticipation ? Écoutez, alors, vous avez bien fait d'en parler, parce que n'oubliez pas, Wall Street a explosé le 29 septembre 2008. Alors, le 29 septembre, pour ceux qui ont fait un peu de catéchisme, c'est la fête des archanges, hein, c'est la fête Saint-Gabriel, Saint-Michel. Voilà, pour les paras. Oui, ça aide. Voilà. Raphaël. Hein, voilà. Vous avez donc, c'est la fête des archanges. Donc c'est vraiment une fête importante, on va dire. Alors moi qui écris sur les anges, vous pensez bien que ça me parle. Il se trouve que je regardais CNBC ce jour-là, parce qu'il y avait cette crise absolument épouvantable. Et j'ai vu, à un moment donné, ça a commencé à 14h heure de New York, j'ai vu Wall Street dégringoler, moins 100, moins 200, moins 300, enfin, je veux dire, tous les journalistes, les présentateurs, CNBC, CNN, ils étaient mais complètement affolés, ils n'avaient jamais vu ça de leur vie. Et au moment, vous savez que lorsque Dow Jones, Wall Street finit sa séance, vous entendez le son de la cloche. Hein, exactement, une cloche d'église. Hein, voilà. Et au moment où la cloche a sonné, sur le tableau, il y avait marqué moins 777,7. Alors, quand vous savez que tous les traders, tous les banquiers appellent Wall Street le casino, déjà, ça parle, surtout à eux. Et ce jour-là, en plus, coïncidence extraordinaire, c'était la nouvelle année juive. Alors, autant vous dire qu'ils avaient tous préparé le Dom Pérignon et les bouteilles de champagne cristal, et que là, les mecs, ils sont restés avec leurs bouteilles comme ça. Parce que moins 777, ça veut dire quoi dans un casino ? Quand vous obtenez le 777, vous gagnez le jackpot. Oui, c'est ce que je veux dire, mais moins 777,7, c'est la claque dans la figure. Et qu'est-ce que vous avez aujourd'hui ? Toutes les banques sont en faillite, hein, Deutsche Bank, Commerzbank, etc. Mais moi je me suis dit, mais c'est pas possible, il y a un signe, forcément, c'est signé. C'est la fête des anges, des archanges, il y a quelque chose de puissant là. Et je me suis dit, bon, le seul livre au monde dans lequel vous avez des anges, des archanges, et surtout qui repose sur une série de 7, 77, 777 et ainsi de suite, c'est l'Apocalypse de Jean. Et donc, moi j'ai jamais rien compris à ce texte, donc voilà, et je me suis penché sur le texte,
Et je me suis dit, bon, je vais faire une interprétation différente. Parce que tout ce que j'ai lu, c'était toujours des gens, vous savez, toute cette église qui ne croit absolument pas en tout ça. Ils ne croient plus du tout au surnaturel. Et moi, je me suis dit, je crois aux anges, donc je vais regarder du point de vue des anges. Et j'ai sorti une interprétation, qui s'appelle, le livre s'appelle 777, et j'ai dit, voilà, si mon interprétation est la bonne, Benoît XVI va voler dans les airs. Il va dégager. Et tant et si bien que je l'ai dit en direct à la radio ici et maintenant, 1 an, jour pour jour. C'est ça qui est fou. 1 an, jour pour jour, avant que ça se passe. Donc vous avez l'enregistrement, vous l'avez dispo sur YouTube. Voilà. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de lecteurs qui viennent me voir et qui me disent, vous avez un côté médium. Alors moi je dis souvent que les musiciens sont des prophètes, mais effectivement les écrivains aussi sont des prophètes. 1984, on y est aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez me dire qu'on tiendra encore TV Liberté pendant 5 ans ? Écoutez, j'espère. J'espère. Mais sincèrement, je vous dis, aujourd'hui, le système, pour que de Deutsche Bank... Moi je vous rappelle qu'il y a 3 ans, donc, qu'est-ce que je dis il y a 3 ans ? Il y a 10 ans, quand vous étiez dans des conventions bancaires internationales européennes, et quand vous aviez le PDG de Deutsche Bank qui arrivait, n'est-ce pas ? Herr Deutsche Bank, eh bien, vous avez tous les autres banquiers qui rampaient devant, simplement pour avoir une aumône de la Deutsche Bank. Aujourd'hui, la Deutsche Bank est en faillite. Elle est au même niveau que la Lehman Brothers. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Les Allemands sont dans le caca jusqu'au cou. Ils veulent la fusionner avec une autre banque allemande qui s'appelle la Commerzbank, qui est tout aussi en faillite. Et donc, c'est ce que je dis souvent avec Olivier, dans le monde du bilan bancaire, 0 plus 0 égale 1. C'est intéressant. Voilà. Donc, c'est 2 banques en faillite égale une banque en bonne santé. C'est ce que les médias veulent vous faire croire. C'est ce que la Tribune ne veut pas vous dire. C'est ce que les Échos ne veulent pas vous dire. Et c'est extraordinaire. Comment expliquez-vous, je finis là-dessus, comment expliquez-vous qu'en 2008, j'ai commencé en février 2008, donc 6 mois avant que Wall Street explose. Parce que j'avais vu les banques qui cherchaient des milliards partout pour se recapitaliser. J'ai annoncé l'explosion de Wall Street. L'explosion a eu lieu. Et alors, du coup, effectivement, maintenant, les gens me suivent et voient que moins ils peuvent retirer leur argent des banques, plus on leur parle de moi, de l'émission, de quotidien.com, et plus l'information remonte. Le jour où les mecs vont être obligés d'appuyer sur un bouton pour arrêter tous les distributeurs automatiques, mon avis, c'est pour dans 2 ans. Merci Pierre Jovanovic, merci. On se retrouve bientôt sur TV Liberté, où vous aurez aux côtés de Olivier Pichon et Pierre Bergerot, la possibilité de commenter cette actualité de la finance et de l'économie. Bistro Liberté fête sa 100e. Déjà, oui, et ça fait mal, dit Macron. Pierre Jovanovic, qu'est-ce qu'il flash votre gilet jaune ? Normal, j'investis dans l'or et l'argent. Pierre Jovanovic, bien connu pour investir dans le jaune, vous voulez investir aussi dans le rouge ? Demande-t-on, bien évidemment, c'est toujours la référence au fait que ici les sociétaires boivent du vin rouge. Le conseil éco de Pierre Jovanovic, investissez dans les métaux précieux et dans les gilets jaunes. Ça annonce notre invité dans quelques instants. 100 émissions de Bistro Liberté, vous aussi, cher Martial, vous êtes un bon investissement. Oui, dites-le, mon patron. Je préfère être blanchi par le bon Dieu que par les banques. Ça sera en tout cas plus facile. Celui-là, je vous l'offre. On se retrouve dans quelques instants avec notre invité. Allez, c'est maintenant le numéro 100 de Bistro Liberté. Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au sommaire de ce 100e épisode, quel est l'état des droites en France ? Pour en parler, l'invité spécial de Martial Bild est un ancien leader de l'UNI, ancien élu UMP à Laon. Il est actuellement porte-parole des Gilets jaunes. Il figure sur la liste de Debout la France aux côtés de Nicolas Dupont-Aignan. Je vous demande d'accueillir Benjamin Cauchy. Bonjour monsieur, bienvenue dans ce bistrot. Installez-vous.
Ah, c'est un numéro un peu spécial. Quel accueil. Ouais, 100 numéros, ça se fête quand même un peu. Écoutez, bienvenue dans ce 100e numéro de Bistro Liberté. Et je vais, sans plus attendre, donner la parole aux sociétaires qui sont ici présents. Pierre Gentillet va nous rejoindre dans quelques instants. Et je vais demander au jeune journaliste présent, il a amené son numéro hors série, moi j'ai apporté le numéro du jour, pour vous poser sa première question. Francis, c'est à vous. Oui, alors, vous êtes passé très rapidement de l'ombre à la lumière. Il y a 3 mois, personne ne vous connaissait, excusez-moi, mais personne ne vous connaissait. Aujourd'hui, votre nom est sur toutes les lèvres. Jaloux. Et ma question, c'est que je suis allé regarder qui vous étiez. Oui. Et j'ai vu effectivement UMP, j'ai vu Gilets jaunes, enfin Gilets jaunes évidemment, on le savait, et je vois maintenant Debout la France. Ma question c'est, est-ce que c'est une radicalisation de votre part de passer de l'UMP aux Gilets jaunes puis à Debout la France? Est-ce que c'est une radicalisation ou alors est-ce que c'est une logique d'engagement à différents moments de la vie politique? Je pourrais poser la question autrement et vous demander... Est-ce vous qui vous radicalisez ou est-ce que c'est l'UMP, voire les Gilets jaunes, qui s'affadissent et qui font qu'aujourd'hui vous allez vers le souverainisme, vers Debout la France? Et puis, je pourrais la poser encore d'une troisième manière, et ça sera la dernière. Ça fait 3 questions en une, c'est fabuleux. Mais c'est la même question. Peut-être que pour vous, vous êtes resté tout ça à la fois. Ou alors c'est de l'opportunisme. Ah, c'était le cadeau de fin de question. D'accord. Oui, je ne l'ai pas écrit, ça. Oui. Je vais commencer par répondre par le dernier mot. Non, c'est pas de l'opportunisme. Un parcours politique, ça se mûrit. Et je pense que c'est au fil des expériences de la vie que l'on progresse sur le chemin des idées. Et lorsque j'ai commencé à l'Uni, à l'époque, j'étais gaulliste. Quand j'ai rejoint l'UMP, je faisais partie des gaullistes. Quand je me suis engagé en tant que gilet jaune, je n'ai jamais caché ma pensée et mon accointance au gaullisme. Et donc, en m'associant aujourd'hui avec Nicolas Dupont-Aignan, je reste fidèle à mes idées. Donc, je ne me suis en aucun cas radicalisé. Pour le coup, je suis assez d'accord avec vous. L'UMP a légèrement glissé sur la gauche, dans une sorte d'européisme bon teint. Et donc, pour moi, aujourd'hui, LR et l'AREM, c'est la même chose. Ce sont les Républicains en marche. Donc, je suis parfaitement là, bien où je suis et fidèle à mes convictions. Philippe Randa, Euroliberté. Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous avez rejoint Nicolas Dupont-Aignan, mais c'est une démarche personnelle. Les Gilets jaunes, depuis le début de leur apparition sur la scène politique, ont toujours refusé toute alliance avec des partis politiques, de rejoindre des partis politiques, même d'être soutenus par des partis politiques, de gauche, de droite, que ce soit le Rassemblement national ou la France insoumise. Mais vu le résultat aujourd'hui des Gilets jaunes, vous ne pensez pas qu'ils auraient plutôt dû prendre une alliance politique, suivant les choix, mais avec des politiques, ils auraient peut-être pu mener une opposition plus concrète, non, à Emmanuel Macron, plutôt que se diluer comme ça maintenant dans bien sûr. Les Gilets jaunes ont toujours été politiques, mais avec un grand P. Depuis le début, depuis le 17 novembre, on parle du pouvoir d'achat, on parle de fiscalité, on parle d'injustice sociale et fiscale. Donc, on a toujours fait de la politique. Les Gilets jaunes, dès le début, ont en revanche exprimé leur volonté de rester transpartisan. C'est ce qui a fait la force de ce mouvement, c'est ce côté protéiforme qui a fait toute sa force et ce qui a fait du coup que le pouvoir en place était complètement déstabilisé parce qu'il ne pouvait pas cliver. La mise en musique des Gilets jaunes au sein de l'organisation politique, elle était pour moi improbable. Et la preuve, c'est que je suis persuadé qu'il n'y aura pas de liste Gilets jaunes aux élections européennes, parce que ça serait le mariage de la carpe et du lapin. Les élections européennes sont extrêmement clivantes. La question migratoire est un sujet qui est extrêmement clivant et qui ne fait pas l'unanimité sur les ronds-points. On peut avoir des résultats d'une démocratie, d'une république bananière africaine quand on fait un référendum sur le pouvoir d'achat, on va avoir 100% des gens, à l'exception de Macron, qui sont pour une amélioration du pouvoir d'achat, mais sur la question migratoire, on ne va pas faire l'unanimité. Donc clairement, il était impossible pour les Gilets jaunes de se structurer en une seule entité. Je ne vais pas dire une seule, je dis d'accepter le soutien des politiques. J'entends, j'y vais par étapes. Le soutien des hommes politiques et des femmes politiques du pays existe depuis le début. Depuis le début. Quand Mélenchon, le NPA, Lutte ouvrière, toute l'extrême gauche française a commencé à infiltrer le mouvement des Gilets jaunes à compter du 1er décembre, quand tous les anti-républicains, tous ceux qui ont voulu cracher leur venin sur la République en infiltrant le mouvement, en faisant rentrer les casseurs, je pense aux Black Blocs, les politiques étaient derrière.
quand on voit Garrido, quand on voit Corbière, quand on voit Mélenchon lancer une ode à Drouet dans la presse, clairement, les politiques ont toujours été présents. Le refus d'être rattaché aux politiques, c'est de l'hypocrisie ou de la naïveté. On voit bien que les ficelles sont tirées derrière. Donc clairement, il y avait pour moi un seul chemin pour que, enfin, de la rue, et cet enlisement, ce pourrissement de la situation devienne quelque chose de concret. Tout mouvement social a deux volets. Le mouvement de la rue, la force physique dans la rue, ça a toujours été. Et puis, finalement, cette représentativité politique qui est indispensable pour que nos revendications portent. Donc, on ne se fait pas récupérer. Moi, je pense au contraire que ce sont les gilets jaunes qui doivent récupérer la sphère politique et mettre un bon coup de pied dans la fourmilière. Olivier François. Ça pas être trop long. Ça rejoint d'ailleurs un peu la question de notre ami Philippe. Le mouvement des Gilets jaunes, malgré tout, vous avez rappelé qu'il faisait de la politique. Il ne faisait pas de la politique de manière traditionnelle. Il y a même une méfiance envers les formes traditionnelles d'engagement politique. Oui. Comment, sur les ronds-points, comme maintenant c'est une formule qu'on emploie, a été perçu votre engagement, malgré tout assez traditionnel, vous vous présentez aux élections européennes, du côté de Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce que certains vous ont reproché votre trahison? Est-ce que certains vous ont au contraire encouragé? Comment ça s'est passé exactement? Alors, la première chose, c'est que jamais, au grand jamais, je n'aurai la prétention de représenter tous les Gilets jaunes. Et ça, dès le début, quand j'ai annoncé que je m'associais à Nicolas Dupont-Aignan, je l'ai bel et bien précisé. C'est important, il faut rester à sa place. Chaque Gilet jaune a autant d'importance qu'un autre. Donc moi, c'est en tant que citoyen Gilet jaune et qui a des convictions politiques que je me suis engagé. Donc je n'aurai jamais la prétention de représenter tous les Gilets jaunes. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que je n'ai jamais caché mes convictions politiques. Donc personne n'est surpris chez les Gilets jaunes que je m'engage dans un collectif qui est de droite et souverainiste. Donc il n'y a pas eu d'ambiguïté. Donc du coup, le retour que j'ai depuis bientôt quelques jours, il est plutôt soit d'une neutralité absolue. Donc les gens qui ne sont pas d'accord avec moi savaient très bien que j'avais l'intention de continuer le combat des Gilets jaunes par la voie traditionnelle. Et puis ceux qui ont tenté de monter des listes, je vous avouerai que j'ai plutôt des messages de soutien. Je pense à Aïk Chaignan, je pense à Ingrid Levavasseur, je pense à Paul Marat de Marseille, je pense à David Poulain de Bordeaux. Et je peux vous en citer plein d'autres qui sont des référents locaux de très très grosses métropoles et qui m'apportent leur soutien parce que j'ai toujours été cohérent dans la démarche et sincère. Voilà, je ne me suis jamais caché. Les masques ne tombent pas. Je continue mon chemin sur les revendications. C'est clair. Édouard Chano, Sputnik, je sais qui est votre parrain maintenant. Je l'ai lu dans Le Monde, c'est Poutine. Oui, c'est un scoop. C'est un scoop. Heureusement que vous y allez Le Monde pour l'apprendre. Oui, c'est pour ça que j'ai lu Le Monde, parce que ça me fait rire tout le temps. Je voudrais juste revenir un peu plus en 2017, il y a 2 ans, ou 1 an et demi, pardon, oui. Pour en revenir à cet épisode de la présidentielle. Ce qu'a fait Nicolas Dupont-Aignan, que vous rejoignez donc, était peut-être la seule bonne nouvelle de la présidentielle 2017 pour la droite au sens large. Grosso modo, entre l'effondrement de Fillon et l'échec de Marine Le Pen au débat de l'entre-deux tours, ce qu'a fait Nicolas Dupont-Aignan était une véritable innovation qui remettait clairement en cause la barrière, ou en tout cas, comment on appelle ça déjà, le cordon sanitaire autour du Front National. Plafond. Donc, en soi, Nicolas Dupont-Aignan partait sur de très bonnes bases, une bonne dynamique pour les échéances suivantes, les autres écéchéances électorales, à savoir les européennes. Mais parce que je sens... Un journaliste. En même temps. Mais en même temps, merci. Votre venue cache quand même assez mal certaines difficultés chez DLF, à savoir des départs, si ce n'est des renvois. On pense à Jean-Frédéric Poisson, ou encore Emmanuel Gave. Vous rejoignez donc Nicolas Dupont-Aignan. N'avez-vous pas l'impression de rejoindre quelqu'un qui renvoie de nouveau l'image qui était la sienne avant 2017, à savoir celle d'un homme politique très isolé? Politique isolé. Alors absolument pas. Moi, ce que je vais retenir de tout ce que vous venez de me dire, pour moi, c'est le mot-clé, c'est le courage. Excusez-moi. Je n'ai pas prononcé ce mot-là. Non, mais moi, je vous le dis. Il a eu le courage en 2017, effectivement, de marquer cette volonté de casser ce schéma traditionnel et de vouloir être disruptif aussi, et de marquer un coup d'arrêt à cette politique fédéraliste. Et on a bien vu que les Républicains étaient en train de s'enfermer avec Macron. Donc il a eu le courage de dire non et dire stop et de poser les jalons de ce que pourra devenir, dans les années à venir, parce que Paris ne s'est pas fait en un jour, de ce que pourra devenir une union des droites, et au-delà de cela, une union des souverainistes. C'est à ça que je pense. Je ne rejoins pas quelqu'un qui renvoie les gens ou qui s'en défait. On va appeler un chat un chat.
On va être dans le... Par exemple, Jean-Frédéric Poisson, c'est pas compris. Voilà, c'est pas compris par les gens qui suivent cela. Et il est avec lui depuis 1 an et demi. C'est un amoureux de la France. Les deux sont amoureux de la France. D'un seul coup, poum, il donne le sentiment d'être envoyé. Donc, clairement, sur Jean-Frédéric Poisson. Oui, alors, concernant Jean-Frédéric Poisson, nous avons eu vent par la presse de son souhait de pouvoir monter une liste en parallèle. Et donc, clairement, et c'est dans le Figaro, le journaliste Charles Sapin qui a relaté ça dans le Figaro, clairement... Parce que Jean-Frédéric Poisson a nié. Bien sûr. Enfin, après, je pense que Charles Sapin est un journaliste qui est, pour le coup, plutôt correct. Je pense que s'il annonce des choses, c'est qu'il a des preuves. Sinon, j'invite Monsieur Poisson à mettre en diffamation Monsieur Sapin et le Figaro, et l'affaire est close. Ok. Quoi qu'il en soit, quand il y a un problème de confiance... Quand il y a un problème de confiance dans une équipe, on ne peut pas avancer. Et l'objectif du collectif de la liste de Nicolas Dupont-Aignan était de se dire, si on ne peut pas se faire confiance entre nous-mêmes, comment pouvons-nous donner confiance aux Français pour qu'ils votent pour nous ? Voilà l'idée, et voilà comment on a construit cette liste. Maintenant, l'union des droites ne s'arrête pas aujourd'hui. Pour moi, c'est un chemin de croix aussi. Je pense que c'est un chemin de croix. Ça ne sera pas facile. Il y a des Rubicons qui devront être franchis. Il y a 50% des sympathisants des Républicains qui sont prêts à avancer vers ce chemin. Et je pense que les élections européennes permettront de faire une belle photographie de ce qu'est aujourd'hui la droite en France pour la recomposer. On va en parler dans quelques instants. C'est le sujet, l'état des droites en France. Édouard, vous avez fini. Là, c'était votre question. Donc on passe à Daoud Bourzala pour le magazine Causeur. Oui, alors j'ai une question beaucoup plus bassement prosaïque. On va un peu descendre des limbes de la politique. Si on regarde la masse des Gilets jaunes, et notamment la sociologie géographique des Gilets jaunes, typiquement, un Gilet jaune type, comme Éric Drouet, il vit dans un pavillon en périphérie des grandes villes, donc il a choisi un habitat individuel parce que c'était aussi l'idéal des 30 Glorieuses, donc le pavillon, le jardin, parfois les enfants, le chien. Et donc, il est à l'égard de la gare, des services publics. Et par ailleurs, il est secoué de plein fouet par l'augmentation des taxes, notamment le gasoil qui a été le détonateur du mouvement. Mais en faisant le choix de s'expatrier des grandes villes et des centres-villes, tout en dénonçant la pression fiscale et en exigeant des services publics tels qu'on les trouve dans les centres-villes, est-ce que les Gilets jaunes ne demandent pas le beurre et l'argent du beurre ? Alors on va renverser la question. Je ne pense pas que des gens comme Éric Drouet, comme moi-même, ou comme des centaines ou des millions d'autres Français, ont fait le choix d'aller vivre en périphérie. Si vous avez un budget de 400 000 euros, qui est déjà pas mal, pour une grande majorité des Français, déjà. Absolument. Si vous avez 400 000 euros, soit vous vous achetez un studio dans le 15e, ou soit vous avez les moyens de vous acheter un pavillon dans Seine-et-Marne. Mais personne n'est obligé d'être propriétaire, ce que je veux dire. Bien sûr. Et donc, du coup, il faut laisser, si je vous entends, il faut laisser la propriété à l'oligarchie, aux fonds de pension et aux banques. Et donc, du coup, les Français doivent rester des petits locataires. C'est ça que ça veut dire ? Je vous pose la question. Non, c'est une question de choix. Donc, ce que je suis en train de vous expliquer... Ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que... les Gilets jaunes sont symptomatiques de cet aménagement du territoire qui existe depuis 30 ans, où on a renforcé tous les services publics sur des métropoles, on a ramené toutes les puissances économiques sur les métropoles, on a mis toute la politique du logement sur les métropoles, et effectivement, aujourd'hui, les périphéries sont les corons d'hier. Soyons bien d'accord. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus le choix. J'habite en périphérie de Toulouse, à 25 km. Moi aussi, j'ai mon pavillon. Moi aussi, j'ai des enfants. Moi, j'ai pas de chien, pardonnez-moi. Pourtant, j'aime les animaux, mais j'ai pas de chien. Mais quoi qu'il en soit, pour aller travailler, il fallait que je fasse 80 km aller-retour. Quand il y a des gens qui gagnent un SMIC, je gagne un peu plus, mais quand il y a des gens qui gagnent un SMIC, qui mettent 25% de leur salaire dans la voiture, c'est pas qu'un choix, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se loger en ville. Parce qu'aujourd'hui, en ville, c'est dans le premier hypercentre, c'est des logements qui sont hors de prix, inaccessibles. Et après, vous avez quoi ? Vous avez la banlieue. Et excusez-moi, on aspire à autre chose que d'être locataire dans un logement social quand on est français. Voilà.
Sens bien. Parlez dans le micro. Oui, en fait, je voulais en venir à cette France de l'étalement urbain, de ces banlieues pavillonnaires laides, finalement, où vivent les gilets jaunes. C'est un jugement de valeur, ça. Bah oui, une zone commerciale, une zone industrielle, en général, c'est pas très beau. C'est une version hein. esthétique. Il s'attache à l'esthétisme, voilà, je précise. C'est pas très beau, mais c'est pas de la faute des gilets jaunes. Hein. C'est pas eux qui ont dessiné. Ah, on est bien d'accord. Je pense que c'est la faute des politiques depuis plus de 30 ans. Mais c'est notamment des maires. Mais je pense qu'il y a un gros problème d'étalement urbain. Qui dispensent des permis de construire, qui dispensent qui construisent des lotissements. D'ailleurs, c'est par hasard si des agglomérations comme Bordeaux ou Toulouse ont été des foyers de gilets jaunes, parce que tout autour, il y a ce que vous disiez, à 40 km de Bordeaux, c'est déjà un autre univers. Mais ce que je veux dire, c'est évidemment que les gilets jaunes sont des aliénés au sens marxiste du terme. C'est des victimes de la mondialisation, c'est plus à démontrer. Mais il y a des arbitrages. J'ai dit au sens marxiste, je précise. Voilà. C'est jamais passif. Les téléspectateurs s'enfuient. Vous comprenez ? C'est-à-dire que évidemment, c'est plus séduisant d'acheter un pavillon que de vivre dans une soupente avec ses gosses à Bordeaux, dans des logements insalubres. Là, vous avez tout résumé. Voilà, avec 2 enfants, est-ce qu'on a envie de vivre dans une masure en hypercentre parce que ça va être quoi ? Ça va être commode, parce que ça va rendre les plaines jolies, verdoyantes et arborées ? Ou est-ce que vous n'avez pas envie d'aspirer à un retour à la campagne et à une manière de vivre plus clémente ? On va arrêter le débat, Daoud. On va arrêter le débat parce qu'il y a d'autres questions. Mais je suis désolé parce que c'est intéressant. Vous continuerez après, mais autant que vous voulez. Nicolas Gauthier, vieux camarade aussi. Oui, alors, sans anticiper sur le débat à venir, vous évoquiez l'union des droites. Oui. Il se trouve que guerre froide oblige le clivage droite-gauche à façonner le débat politique, la vie politique pendant des années. Le mur de Berlin est tombé il y a maintenant 30 ans. On a l'impression qu'il a mis 30 ans à tomber. Le même a mis 30 ans à tomber dans les têtes. Et se substitue manifestement un nouveau clivage entre populistes et mondialistes. Oui. Alors j'avais envie de passer mon expression, mais de vous dire quel camp tu choisis, camarade ? Pour moi, les populistes, ce sont les démagos. Et pour moi, les populistes, ce sont ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Voilà. Vous renversez la proposition. Donc. Oui, absolument. Clairement, je parlerais plutôt de souverainiste plutôt que de populiste. Parce que populiste, on peut l'utiliser dans différents pays au monde. Et chaque politologue, en fonction de la situation de son pays, va considérer que les opposants au pouvoir en place est un populiste. Alors qu'il peut y avoir des pouvoirs en place opposés. Donc pour moi, la notion de populisme, elle est extrêmement... en fonction du prisme que vous utilisez, le populisme peut changer de forme. Donc moi, je préférais qu'on parle plutôt d'un côté des européistes, des mondialistes, et de l'autre côté, des gens qui sont pour une déglobalisation. Et pour moi, ce sont les souverainistes. Pour moi, c'est ce vrai débat qui est là. Et donc, du coup, quand on parle de construction de l'union des droites, j'ai repris M. Chano en parlant plutôt des souverainistes, parce que pour moi, les souverainistes, soyons un petit peu osés quand même, il y a des souverainistes à gauche aussi. Mais si je peux me permettre, excusez-moi de vous interrompre. Il y a des souverainistes de la France insoumise qui ont été foutus dehors. La revendication du RIC, redonner la parole au peuple, effectivement, c'est un signe même de populisme. Et quand j'emploie le terme de populisme, c'est absolument pas dans un sens péjoratif. On est d'accord. Non, ça fait plus confiance. Bien sûr. Mais voilà, moi je parlerais plutôt de souverainiste. Voilà. Bon, souverainiste, populiste. On va avoir le débat sur l'état des droites et qu'est-ce que sont les droites aujourd'hui. Allez, la parole est à Arnaud. Arnaud, mais c'est Arnaud Menu. Je vais avoir le tournis, moi. Ah oui. Ils sont nombreux. Et encore, je dis, nos femmes nous ont quittés. Alors moi, je ne vais pas du tout parler de votre participation sur la liste Nicolas Dupont-Aignan. On va plutôt revenir justement sur l'objet du débat qui est l'état des droites ou de la droite et autour des Gilets jaunes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression quand même que malgré les tentatives de récupération, et je pense qu'il y a 2 cycles dans les Gilets jaunes, il y a un cycle premier qui était celui des ronds-points et le cycle actuel qui est celui des grandes métropoles des villes où on voit effectivement que c'est la porte ouverte à toute la récupération par l'extrême gauche, qu'elle soit politique ou violente dans la rue. Et est-ce qu'en fait, justement pour revenir au premier Gilet jaune, ceux des ronds-points, c'est-à-dire cette volonté de retrouver une certaine dignité dans le travail, d'être excédé par la pression fiscale, sans parler des taxes. Est-ce que c'était pas en fait, en quelque sorte, de ce qu'on appelle un retour du fameux peuple de droite dont beaucoup parlent, mais on ne sait pas trop ce que c'est, et avec un côté un peu poujadiste, c'est-à-dire ce côté un peu de Français, de petits commerçants, de petits patrons, mais y compris de salariés, qui se retrouvent quand même sur l'importance du travail et l'importance de la dignité que donne le travail. Je partage complètement votre point de vue. Et moi, je suis toujours resté sur cette ligne de crête qui est l'esprit originel du 17 novembre. Et le 17 novembre, vous avez raison, il y avait des artisans, des commerçants, des retraités, des salariés. En
aucun cas vous avez entendu le 17 novembre des Gilets jaunes revendiquer une amélioration des minima sociaux. Jamais. Ils demandaient une amélioration des salaires par une baisse des charges. Ils demandaient ce que les retraités aient une meilleure rétribution par rapport à 40 années de labeur. Ils demandaient à ce que les salariés et les retraités payent moins pour leur carburant. Donc effectivement, pour moi, c'est le peuple de droite qui s'est réveillé. Et qui s'est fait avoir. Pas encore. Le réveil, en tout cas, le réveil, mais pas encore. Bah non, vous êtes plus gilet jaune, vous faites de la politique. Mais je suis toujours gilet jaune, parce qu'on est obligé de rester sur un rond-point pour être gilet jaune. Quand vous faites un sondage, vous voyez qu'il y a encore 55 à 70% selon les instituts, ça dépend s'ils sont payés par BFM ou pas, mais clairement, vous avez les instituts de sondage qui donnent encore une sympathie du mouvement des gilets jaunes originels extrêmement forte. Donc ça, c'est un réveil des consciences. Donc la messe n'est pas... Mais vous n'avez pas gagné. Vous n'avez pas gagné la bataille, vous êtes fait voler les gilets jaunes, mais c'est ça, vous êtes fait voler votre gilet, c'est pour ça que vous ne l'avez plus. Mais je ne l'ai jamais porté en dehors même des pas dans ronds-points. votre voiture, je suis sûr qu'il n'est même plus dans votre bien voiture. Bien sûr, il est sur le pare-brise. Vous êtes fait voler. Mais en je ne fait, suis pas un bobo parisien, moi j'ai une voiture. Dans la réalité, vous avez échoué. C'est mais ça la réalité, Benjamin Cauchy. Échoué par rapport à quoi? Parce qu'aujourd'hui, c'était au départ l'esprit du 17 novembre. Oui. Aujourd'hui, on est à fin mars et ce n'est plus le même esprit, voilà, plus les mêmes revendications, plus les mêmes hommes. C'est Mélenchon qui est en tête des manifestations des Gilets jaunes. Et puis vous, c'est ça la réalité. Et la réalité, c'est que ça ne fonctionne pas pour Jean-Luc Mélenchon. Tout simplement parce que les 30 000, 40 000 gilets jaunes qui restent dans la rue, on va dire que c'est les mélenchonistes. Et moi, j'ai envie de vous dire que les 300, 400, 500 000 personnes qui étaient dans la rue le 17 novembre, aujourd'hui, ils sont en train de fleurir leur pavillon périphérique, en train de mettre des fleurs et du terreau. Ils sont en train de retourner voir leurs enfants faire du foot le samedi après-midi ou le spectacle de danse. Mais quoi qu'il en soit, le mal est fait, le réveil des consciences est fait, les tabous sont brisés. Et je peux vous assurer que les prochaines échéances électorales vous prouveront le contraire. Mélenchon a peut-être gagné le pavé, mais il n'a certainement pas gagné le chemin des idées. Je vous suis là-dessus. Allez, directement de Arnaud Menu à Arnaud d'Anjou, le jeune libraire. Que d'Arnaud. Ah oui, que d'Arnaud ce soir. Bonsoir Benjamin Cauchy, j'avais préparé une question pour vous sur la responsabilité des forces de l'ordre dans le bras de fer qui oppose le gouvernement et les Gilets jaunes. Mais j'ai entendu au début, lorsque vous avez répondu à votre première question, que vous vous définissiez comme gaulliste. Alors oui. Je vais changer ma question et je vais vous demander... Qu'est-ce que ça veut dire pour vous aujourd'hui se définir comme gaulliste? Parce qu'en gros, la politique, c'est être porteur d'une vision du monde, avoir quelques grands axes, quelques grandes idées. Oui. Et après, c'est s'adapter en fait aux circonstances. Bien sûr. Donc, dans la mesure où le général de Gaulle est mort, oui, comment peut-on être gaulliste aujourd'hui? Je pense qu'on peut être gaulliste en s'inspirant des valeurs et de la force qu'il a mis dans son combat, à savoir l'intérêt supérieur de la France avant les intérêts particuliers. Le fait de rester toujours indépendant et libre au regard de notre civilisation et de notre histoire, et le fait de ne pas céder devant l'adversaire et de rester pragmatique. Et puis il était également un homme d'exemplarité. Je vous donnerai des exemples extrêmement concrets qui font écho justement au mouvement des Gilets jaunes. Le général de Gaulle, quand il conviait ses enfants à manger le dimanche à l'Élysée, il sortait son chéquier et payait les repas des enfants. Quand vous voyez qu'Emmanuel Macron invite toute la jet set aux frais de l'État, moi je préférerais encore aujourd'hui m'inspirer du général de Gaulle. Voilà. C'est dit, Arnaud d'Anjou. De Gaulle. La droite bonapartiste, finalement. On en reparlera aussi, René Raymond a théorisé tout cela. Pierre Gentillet, merci d'être arrivé. Merci d'être arrivé rapidement. Je sais que c'était pas facile. Il aura un gage, il est en retard. Non, parce qu'il a prévenu à tout instant, je savais pourquoi. Bien beaucoup sûr, de circulation autour du Kremlin. C'est ça, du oui. Kremlin. Bicêtre, Édouard. Non, mais là, vous réveillez pas. Non, mais je dis autour du. Mais non, Édouard. Vous avez été empêché par la garde rouge. Restez calme, j'ai autour du Kremlin. Bicêtre. Voilà, donc c'est incroyable, ça, je connais votre parrain, vous. Alors, Pierre, c'est à vous. Moi, ce sera une question très courte et très bêtement politicienne après toutes ces belles questions. C'est une question de curiosité. Oui. Qu'est-ce que vous avez voté au second tour de la présidentielle en 2017 ? Marine Le Pen. Merci. Je vous en prie. Ce sera la question la plus courte de toute l'histoire. Alors ça, c'est pratique. Le réalisateur est content. Oui, vous pouvez quand même expliquer pourquoi vous n'avez pas choisi. Peut-être expliquer pourquoi. Vous n'aurez pas cru. En 2017,
Vous avez été à l'UMP, vous auriez pu voter blanc. C'est ce qui aurait pu vous rester de l'UMP et du gaullisme, je pense. Enfin là, vous faites de la réduction. J'ai l'impression d'être sur une chaîne info traditionnelle. Vous me décevez là. Très bien. Non, clairement. Très bien. C'est mon avenir que je prépare. C'est ça, voilà. Donc préparez votre CV, vous allez voir, je vais vous emmener après. Non, plus sérieusement, ça y est, j'ai perdu mon fil. Oui, en 2017, j'étais si mauvais que ça, alors. Non, ça va. Vous vous débrouillez pas trop mal. Donc, vous pouvez refaire une centaine d'émissions. Sinon, du coup. Ouais. Moi, j'ai arrêté d'être à l'UMP en 2008, d'accord. Donc en 2017, j'ai voté en fonction de mes convictions. J'ai voté Nicolas Dupont-Aignan au premier tour. J'en suis pas caché. Tout simplement, j'avais un doute entre Fillon, qui avait un bon discours, qui avait un bon programme, et des bons costumes. Enfin, pour le coup, il coûte moins cher que ceux de Jack Lang, mais bon, plus personne n'en parle. Et donc, au second tour, moi, j'ai trouvé que la démarche de Nicolas Dupont-Aignan était courageuse, et donc, du coup, j'ai suivi cette idée qu'on pouvait construire autre chose que le fédéralisme. J'ai pas voté Le Pen pour voter Le Pen. J'ai voté Le Pen aussi pour bloquer Macron et la politique d'Emmanuel Macron, soyons bien clairs. Et si demain vous êtes député européen et qu'on vous propose d'être dans le même groupe que Marine Le Pen, donc il n'y a pas de problème? À partir du moment où on se met d'accord sur des stratégies et si on se met d'accord pour avancer dans le même sens, ça pourrait être positif. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Marine Le Pen au Parlement européen est relativement isolée. L'engagement de Debout la France et de ses alliés, je pense notamment au CNIP qui est avec nous, qui participe également à ce collectif que mène Nicolas Dupont-Aignan, ça sera de siéger avec 24 autres partenaires européens pour justement changer l'Europe de l'intérieur. On n'a pas peur de l'Europe, on veut la transformer. Et pourquoi vous n'êtes pas sur la liste du Rassemblement national, puisque vous avez voté pour Marine Le Pen une fois, vous pouvez bien le faire toujours? Mais dans ces cas-là, demandez à Jean-Luc Mélenchon et François Fillon pourquoi ils ne sont pas sur la liste d'Emmanuel Macron. C'est une bonne réponse. Allez, Patrick Luzinski, pour le magazine Éléments, c'est vous qui allez clôturer cette première phase. C'est moi qui clôture. Je vais parler plutôt aux syndicalistes. Vous avez commencé en tant que syndicaliste à l'UNI. Les Gilets jaunes, et je vais rejoindre Martial, comment ça se fait? Et là, c'est plutôt une question sur la droite en règle générale. Oui. Comment ça se fait qu'un mouvement tel qu'il est parti la gauche est arrivée avec une poignée de militants à faire un hold-up sur ce mouvement? Qu'est-ce qu'a fait la droite à ce moment-là? Je ne parlerai pas de Marine Le Pen qui a compris que si elle y allait, elle risquait de tuer dans l'œuf, de tuer le mouvement. D'en perdre des plumes, oui. Mais la droite, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment ça se fait qu'elle est arrivée à se faire choper ce mouvement qui n'était pas du tout de gauche et qui aujourd'hui, on arrive... est-ce que il suffit d'un kiosque ou d'un restaurant qui soit cassé pour que la droite se retire du mouvement? Il y a deux choses par rapport à ce que vous dites. La raison pour laquelle l'extrême gauche était extrêmement présente dès le 1er décembre, c'est qu'ils ont encore, eux, des forces militantes qui font autre chose que des salons bon teint et qui réfléchissent dans un entre-soi qui est absolument pourri pour moi, sur l'avenir et de l'union des droites. L'extrême gauche et la gauche, eux, ils sont présents sur le terrain et ils avancent. Et donc, dès le 18 novembre, j'appelle ça la nuit des longs couteaux, vous verrez ça dans un livre qui paraîtra prochainement, je vous fais un peu de teasing, dès la nuit des longs couteaux, qui est le 18 novembre, toute l'extrême gauche française s'est préparée à investir les ronds-points. Voilà. Eux, ils avaient de la force militante, la CGT, NPA, LO, l'extrême gauche, ils sont tous partis sur le terrain, ils étaient présents. Pendant ce temps-là, la droite était en train de regarder les chaînes info. Mon Dieu, que se passe-t-il? La France se réveille, vous voyez? Et donc, pour moi, la vraie droite, c'est la droite qui s'est réveillée le 17 novembre dans la rue. La droite qui est au pouvoir, c'est plus la droite. C'est un cercle de réflexion. Très bien. Voilà. Alors, Olivier François, je ne sais pas vous le dire, mais vivez ça. C'est l'attitude des bourgeois gaullistes qui ont fait échouer le formidable esprit originel du 17 novembre. C'est ce que tu étais en train de me dire à travers. Alors je sais que ça te fait toujours très plaisir, Martial, quand on dit du mal des gaullistes. Pas du tout, pas du tout. Je ne suis pas un gaulliste fervent. Je ne suis pas un gaulliste fervent. Moi non plus, pas totalement. Voilà, non, je dis oui, les bourgeois gaullistes. Ça m'a échappé. Oui, bon, oui. Ça n'a pas de grand intérêt. Voilà, on est d'accord. Ça vous choque quand on dit... Vous êtes vraiment très gaulliste, c'est-à-dire qu'on peut même pas blaguer là-dessus, quoi. Ah si, on peut blaguer. J'ai senti dans votre regard que c'était pas... non, mais si c'était drôle, j'aurais rigolé, mais non. D'accord, mais c'est pas drôle. Non, c'est du second degré. On va essayer d'être drôle. Tiens, vous allez essayer de rire encore un petit peu, parce que maintenant, je vais vous montrer votre caricature faite par Ignace. J'adore. Ça va? Ça vous gère? Bon, vous gérez, et ben vous l'aurez. Je l'ai trouvé plus grande que ça, non, mais bon. Oui, d'habitude, ce sont les miennes, donc si vous voulez. Là, on fera son concours, on verra ça dans quelques instants.
instants, on va se retrouver pour ce premier et unique sujet de ce Bistro Liberté numéro 100, l'état des droites en France. On va encore s'entendre sur ces notions de droite. Allez, on se retrouve dans quelques instants. Quel est l'état des droites en France ? 2 ans après l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, 5 mois après la révolte des Gilets jaunes et quelques semaines avant les élections européennes, les oppositions classées à droite sont-elles en passe de prendre le dessus ? Libérales, conservatrices, souverainistes, populistes, patriotes, nationales, les droites, quand elles s'affirment comme telles, s'opposent et s'honorent même de cultiver leurs différences doctrinales. Dans ces conditions, peut-on parler d'union ? Peut-on envisager des victoires ? Quel est l'état des droites en France ? Alors, Benjamin Cauchy, vous êtes notre invité. Je vous remercie. Vous représentez la liste de Debout la France et de Nicolas Dupont-Aignan qui vient de publier aux éditions du Rocher Résistance. Comment en finir avec ce système et rendre le pouvoir aux Français. C'est aux éditions du Rocher. Est-ce que déjà vous considérez que le clivage gauche-droite existe encore ? Est-ce que c'est un classement encore psychologiquement intégré par les électeurs ou ce clivage a définitivement explosé ? Je pense que le fond des Français n'en ont plus rien à faire du clivage droite-gauche. En revanche, il y a encore 2 personnes. Il y a Jean-Luc Mélenchon d'un côté et Marine Le Pen qui s'y attellent, qui sont arc-boutées dessus. Et pour autant, une fois que ces 2 personnes auront décidé de se ranger de la vie politique, on pourra véritablement parler de souverainisme d'un côté et d'européistes et de mondialistes de l'autre. Donc vous pensez que ce clivage, il a disparu, vous ? Est-ce que vous dites, par exemple, vous dites souverainisme, si je devais rajouter uni, l'UNI, c'était le syndicat de la droite. Bien sûr. Nous sommes la droite, je me rappelle, hein, ça. Bien sûr. Les autocollants gratuits. Oui, c'était il y a une vingtaine d'années. Maintenant, ce sont les cocardiens qui tiennent la corde. Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est la cocarde étudiante qui est patriote maintenant, qui est droite. Pour le coup, en tout cas. Est-ce que vous êtes de droite ? Oui. Voilà, ils se sentent de droite. Bon, voilà. Alors, eux, il y a le clivage, il existe. Il existe dans les diversités. Être de droite, ça veut dire quelque chose par rapport à être de gauche, c'est-à-dire tout le reste. Oui. Est-ce que vous vous sentez de droite ? Je me sens gaulliste. Oui, ça, j'ai bien compris. Et je vous en félicite. Et je m'en réjouis. Non, mais ce que je suis en train de vous dire, Martial, c'est que vous ne m'enfermerez pas dans ce jeu-là. L'union des droites. Vous avez peur de dire que vous êtes de droite. Ça me rappelle, on dirait que c'est Juppé en 80. Vous me laissez répondre ou vous faites 3 questions à la suite ? Je laisse répondre. Non, je n'ai pas peur de dire que je suis de droite. Évidemment que je me situe plutôt, si on doit regarder l'échiquier méthode 20e siècle, évidemment, je suis plutôt à droite de l'échiquier. Ça peut vous rassurer, Martial. Maintenant, ce que je suis en train de vous dire, c'est que la construction des droites, elle viendra en outrepassant ce clivage droite-gauche, mais en passant sur le clivage souverainiste. Et vous verrez que ça fonctionnera. Je me permets de vous interrompre parce que là, effectivement, vous en prenez à Jean-Luc Mélenchon et à Marine Le Pen comme s'ils incarnaient chacun de leur côté la droite et la gauche. Or, ce sont les deux sur l'échiquier politique, effectivement, qu'on fait ni droite ni gauche et du populisme. Quand on voit quand même aujourd'hui Mélenchon qui parle de la France comme étant de sa patrie, du temps où il était trotskiste, je pense qu'il a beaucoup évolué aussi. Et si quelqu'un incarne la droite, effectivement, c'est Fillon. C'est la droite qui appelle à voter Macron parce que ou éventuellement Dupont-Aignan, mais quoique Dupont-Aignan, lui, effectivement, a fait le chemin inverse. Mais définir Mélenchon et Le Pen comme étant des archétypes de droite et de gauche, là, je pense que c'est pas très gaulliste d'ailleurs du coup là pour le. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon a toujours intérêt à se revendiquer d'être un homme de gauche, d'accord ? D'être un homme de gauche pour cristalliser la colère contre l'autre camp. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Alors que sur des postures. Alors que son électorat est prêt à passer outre de ce clivage pour pouvoir un jour s'associer sur d'autres thématiques. Faut être au clair. La notion d'économie de marché, elle est quasiment acceptée à l'extrême gauche. Donc c'est plus un sujet très clivant. Ça dépend, mais puis même. Arnaud Menu. Moi, je suis pas d'accord avec ce que vous dites sur relativement. Sinon, on s'embêterait. Mélenchon, au contraire, puisque les dernières déclarations d'Alexis Corbière, qui est le bras droit de Jean-Luc Mélenchon, et je pense que quand Corbière fait une déclaration publique, il le fait en accord total avec Jean-Luc Mélenchon, puisqu'ils sont connus tous les deux dans les rangs lambertistes. Même Corbière maintenant dit qu'il ne se réclame plus de gauche, il considère que c'est un principe qui ne veut plus rien dire, et ce qui compte, c'est le rassemblement du peuple. Effectivement, ceux qui se réclament encore de la gauche, on va dire c'est la gauche dite non mélenchoniste, c'est-à-dire d'un côté Place Publique et Glucksmann et éventuellement ce qui reste du Parti Socialiste. Je suis OK avec vous sur Corbière.
suis un peu moins OK sur vous, sur Mélenchon. Mais là, on est en train de faire du détail d'épicier. Hein. Non, c'est pas du détail d'épicier, parce que je pense que les deux forces politiques qui sont malgré tout arrivées, l'une au second tour et l'autre était quand même pas loin d'arriver au second tour, ont été quand même, c'est les deux grandes forces qui ont incarné le ni droite ni gauche. C'est-à-dire que même s'il y a une troisième force qui est somme toute paradoxale, qui est celle de Macron, et moi je pense que paradoxalement, à ce que croient beaucoup de gens, c'est-à-dire je pense sincèrement qu'on a élu et un populiste et un gaulliste, ou tout au moins un gaullien à l'Élysée, il s'appelle Emmanuel Macron. Est-ce que vous ne rejetez pas un petit peu ce concept de droite et de gauche parce que vous êtes gaulliste et que De Gaulle a été le plus grand diviseur de la droite? Il a été diviseur de la droite. Je pense qu'il est arrivé au pouvoir en des circonstances tellement exceptionnelles que... Oui, mais enfin, chaque fois qu'il a eu la possibilité de rassembler les droites, que ce soit en 1944 ou que ce soit lorsqu'il est revenu aux affaires après la guerre d'Algérie, ouais. il a joué un rôle qui a consisté finalement à diviser les droites. Au lieu de les rassembler, il les a divisées. C'est bien pour ça qu'on a eu deux droites, ou un gaullisme et une droite libérale ou nationale, qui ont coexisté ou qui se sont battus, et il a quand même foutu en prison les partisans de l'Algérie française après avoir crié. Francis Bergeron, on va pas faire sur De Gaulle. Oui, d'accord, mais ce que je veux dire, c'est que le gaullisme est parfois une sorte de cache-sexe, ce tour de force, une sorte de cache-sexe d'un refus de clivage qui sont quand même relativement naturels. Ouais. Moi, sur la droite, j'aimerais dire une chose, peut-être que vous voulez répondre. Non, on va faire une réponse globale. Je pense qu'on a raison en partie d'être contre la gauche, parce que la gauche, depuis 1945 et même avant, est assez lamentable, et les moralistes, c'est un peu les nouveaux curés. On avait des curés macmahoniens, des curés très puritains, très chiants, qui étaient classés à droite, entre guillemets, dans les années 1870. Maintenant, on a une gauche curée, on a une gauche qui nous donne des leçons de morale en permanence, qui est insupportable par son progressisme délirant. Donc la droite a tendance, et je pense que c'est pour ça que moi je me dis de droite, contre la gauche. Mais il ne faut pas s'arrêter là. J'aimerais reprendre la phrase de Joseph de Metz. Vous savez, Joseph de Metz disait « Il ne faut pas faire le contraire de la révolution, mais il faut faire la révolution en sens contraire ». Et on a aussi beaucoup d'idées qui nous ont été volées par la gauche, ou qui ont été colonisées par la gauche. Le régionalisme, l'écologie, le social. Alors que la droite, dans son ADN, j'aime pas ce terme-là, mais enfin, on l'emploie quand même, devrait relire son histoire et voir que sur beaucoup de points, elle n'a pas de leçon à recevoir de la gauche. Voilà. Vous êtes d'accord avec cette analyse-là ? Ah ben, vous prenez le micro, vous parlez quand vous voulez. Juste Martial, vous parlez. Benjamin Cauchy, après vous. Benjamin, si vous voulez. Je suis assez d'accord avec vous. Effectivement, il y a énormément de valeurs de droite qui nous ont été spoliées. Pour moi, être de droite, c'est du bon sens. Et quand on parle d'écologie, on prend l'exemple de l'écologie, qui est assez flagrant. Et ça a été un hold-up absolument hallucinant de la gauche. La politique du bon sens, le fait de manger sain, le fait de faire pousser ses légumes dans son jardin, c'est-à-dire que je caricature, mais d'entretenir la flore et la faune, tous ces exploitants agricoles qui sont de culture et de tradition de droite, c'est eux qui avaient cette politique de bon sens. Et si on les avait plus écoutés, on n'en serait pas aujourd'hui avec des traités de libre-échange qui nous font importer de la viande avariée de Pologne ou du saumon transgénique du Canada, ou alors vous faire manger des avocats du Pérou en plein mois de décembre. Donc je suis assez d'accord avec vous là-dessus. On s'est fait spolier des valeurs de bon sens par la gauche. Et ça, c'est bien malheureux. Et donc au-delà du clivage droite-gauche, qui est intéressant, c'est surtout les valeurs. Et là, les Français, et là, je me situe plus comme un citoyen. C'est pour ça que je me sens pas forcément très à l'aise pour vous répondre, parce que je suis pas aussi calé que vous. Humblement, je vais vous le dire, évidemment, j'ai des convictions, mais je suis avant tout un citoyen. Et là, je remets mon gilet jaune, c'est-à-dire que c'est facile. Mais moi, je m'exprime en tant que Français, et je parle plutôt de valeurs que de positionnement idéologique et de petites cases par rapport à tout l'historique de la droite. Moi, ce sont les valeurs qui me portent, plus que des étiquettes. La parole à Philippe Randa. Je vous entends parler de droite et de gauche, mais vous vous rappelez pas qu'il y a 2 ans, il y a eu une élection présidentielle gagnée par un candidat qui a fait toute sa campagne pour dire et de droite et de gauche, globalement c'est ni droite ni gauche, en même temps qu'il l'a remporté, et aujourd'hui l'opposition que vous dites de droite, de gauche, est totalement divisée et explosée. Les enjeux du scrutin européen, c'est pas de savoir si la droite ci ou la gauche ça, c'est est-ce que Macron va être en tête ou Marine Le Pen, parce que s'il est en tête la liste de la République En Marche, il a gagné Macron.
Si c'est Marine Le Pen, c'est elle qui a gagné à un point près. Marine Le Pen à 30% et la liste et la République En Marche à 31%, c'est une sévère défaite pour Marine Le Pen. Il faut aussi compter le nombre de députés. Quant à la République ou la France Insoumise, s'ils font plus de 15%, Mélenchon d'un côté et Wauquiez de l'autre sauvent leur tête, sauvent la situation. Nicolas Dupont-Aignan, c'est 5%. S'il fait plus de 5%, il a des élus, il existe. Enfin. Les autres ont complètement disparu. Donc on est en train de parler de l'état de la droite, de l'état de la gauche. Non. Il y a une opposition complètement divisée et un parti présidentiel face à plein d'adversaires qui ont tous des enjeux à sauver leur tête, à savoir si, à un point près, s'ils sont en tête, s'ils sont devant. Parce que si les Républicains de Wauquiez sont à 10%, Wauquiez, il saute, il explose. Si la France Insoumise est à 10% ou moins, Mélenchon explose. Si Dupont-Aignan fait 4,99, il n'existe plus. Et Marine Le Pen à 31%, si, je répète ça, si Macron, la liste de l'AREM est devant, c'est un échec pour elle. Donc c'est là les enjeux. Et c'est pas à savoir si l'état de la droite, personne veut s'unir. Actuellement, la droite est totale. Tous les partis se réclamant de droite ou non, personne veut s'allier avec personne. Parce que, en fait, il n'y a aucune alliance qui a marché. Personne, l'alliance, je reviens quand même pour Nicolas Dupont-Aignan avec Frédéric Poisson, puisque c'est le dernier événement en date, micro-événement certes, mais c'est le dernier, c'est complètement microcosmique, ça n'intéresse que 2000 personnes dans le pays. Pour quelqu'un qui voulait une union, ça marche mal. Avec le Rassemblement national, personne ne veut s'unir. Avec Mélenchon, personne ne veut s'unir. Et avec les Républicains, plus personne ne veut s'unir. On a compris, Philippe Randa. C'était un long exposé. Et je suis d'accord avec vous, pour résumer, sur le premier point, je suis d'accord avec vous. La droite et la gauche ne veut plus rien dire, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Deuxième point, moi, je n'ai pas envie de tomber dans ce piège que les mainstream sont en train de peser, et vous êtes en train de tomber dans ce piège-là. Ça m'étonne de vous. Vous êtes quelqu'un de plutôt averti. Moi, ça ne m'étonne pas. D'un côté... Martial est malveillant, vous êtes bienveillant, c'est différent. Peut-être qu'il est financé par Drahi en cachette, je sais pas. Mais plus sérieusement, le fait que Macron, pour moi, Macron, il représente quoi, 20, 21, 22%, parce qu'il arrive à obtenir 85% de consolidation sur son électorat. Voilà, il est quasiment au taquet, il ne pourra pas aller plus loin. S'il fait 22, moi, je ne regarde pas Le Pen à 23 ou 30. Moi, ce que je regarde, c'est il fait 22, il y a une opposition de 78%. Mais s'il est en tête, ça ne sert à rien. C'est pas grave. Laissez-moi finir. Mais attendez. Non, mais attendez, c'est une élection européenne. Il est en tête en France, mais il va arriver dans quoi ? Dans un groupe ALDE qui est complètement démuni, qui ne fait rien. Si en revanche, Dupont-Aignan, il ne fera pas 5, rassurez-vous, je suis là pour ça aussi. On fera 10. D'accord ? On fera 10%. Parce qu'on a un projet concret. On n'est pas un projet d'apeuré et on n'est pas non plus dans la culture du mensonge des Républicains. Donc vous verrez, on fera 10%. Si la liste de Marine Le Pen fait 20% ou 21%, elle fera 21%. Ok, elle fera ça. Maintenant, il ne faut pas seulement cristalliser, se focaliser. Ne préparons pas la présidentielle comme Macron veut le faire. Macron est à 22, Le Pen est à 23. Les Français n'en ont rien à faire. Ça, c'est du montage intellectuel. Ce qui compte, c'est 22% de Macron, 78% d'opposition. Et dans ces 78% d'opposition, ce qui importe, c'est que les souverainistes soient le plus forts possible. C'est ça qui compte dans cette élection. Et comme c'est une élection à un tour, il n'y a pas de logique de vote utile. Ça, c'est de l'arnaque. On n'est pas aux législatives. C'est pas on va voter Le Pen au premier tour pour avoir un candidat RN face à la République En Marche dans ma petite circonscription. La circonscription, elle s'appelle France. Il n'y a qu'un tour. Donc s'il y a des gens qui sont souverainistes et qui sont gaullistes et qui ne se retrouvent pas dans la personnalité de Marine Le Pen ou dans les enquêtes judiciaires qu'il peut y avoir sur le Rassemblement national, ils iront voter pour Nicolas Dupont-Aignan. S'il y a des républicains qui ne se retrouvent pas dans la dérive européiste de Bellamy, ils iront voter Nicolas Dupont-Aignan. C'est ça qui compte aujourd'hui. Il n'y a qu'un tour. Et donc je profite des gens qui nous regardent, allez voter en fonction de vos convictions et ne tombez pas dans ce schéma qu'on est en train de nous vendre. Ne tombez pas dedans, vous êtes plus intelligent que ça. Le message est passé, le schéma du vote utile. Ah oui, c'est une arnaque intellectuelle, ça. Je pensais vote utile, je votais sur les conséquences, comment ça serait analysé. Mais vous l'analysiez par rapport à cette dualité. Donc,
cassons cette dualité et on analysera après les élections un nouveau rapport de force. Le jeune Arnaud Dangeau. Je vais rester un peu sur le droite-gauche et je pense que dès le début du débat, il faut bien clarifier 2-3 termes parce que c'est quand même assez fouillis. Alors je veux bien m'y coller en tant que libraire et donc pour faire un petit quart d'heure, enfin pas un quart d'heure, mais 2-3 minutes doctrinaires sur le sujet. Il y a une grande différence à faire entre, sémantiquement, et ça a été très bien présenté par Arnaud Soyer dans l'introduction du débat, c'est la différence entre être classé à droite sur l'échiquier politique et être de droite. On nous a présenté, on va dire, plusieurs formations classées à droite, dont des libérales, des conservatrices, etc. Le premier point, c'est que le libéralisme est une doctrine fondamentalement de gauche, et que donc tout parti classé à droite étant libéral, en fait, il est juste classé à droite parce qu'il est moins à gauche que d'autres à gauche, mais il n'est pas de droite. Donc il y a pas mal de choses comme ça. C'est pas ce que disait René Raymond, mais c'est pas grave. Oui, mais... la droite orléaniste, elle est libérale. Mais c'est pas grave. Oui, allez-y. Non, mais puisqu'on parlait de livres, autant commencer. Exactement. Et donc, il y a un très bon essai, notamment, qui a été commis par Guillaume Bernard en 2016, qui s'appelait « La guerre à droite aura bien lieu ». Et il décrit, effectivement, il faut lire le bouquin, il faut l'acheter. Et il décrit exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que pourquoi il n'y a pas d'union des droites possible. Parce qu'en fait, normalement, déjà, il n'y a pas de des droites. Des droites, il y en a grosso modo qu'une seule. Aujourd'hui, on se retrouve avec des partis classés à droite qui appliquent ou qui n'appliquent pas parce qu'ils sont pas au pouvoir, mais qui portent dans leur programme des propositions, des visions du monde qui ne sont pas de droite, qui ne sont pas respectrices des identités, de l'ordre naturel, du principe de vie en communauté de l'homme, antilibéral, antimondialisation, etc. Il y en a, bien sûr. L'écologie, on l'a rappelé, est une valeur fondamentalement de droite au début. Bien sûr. L'anti-industrialisme est une conviction de droite. Donc voilà, simplement pour un peu... Pardon, en fait, là, ce que tu nous fais, c'est que, grosso modo, ta droite est strictement synonyme du conservatisme. Oui. C'est ça. Dans quel sens ? Juste dans tous les sens. Tous les adjectifs que tu donnes, c'est les adjectifs du conservatisme. Il y a du conservatisme, on va dire, philosophiquement, parce qu'aujourd'hui, je ne veux pas conserver quelque chose de cette société qui a des banques pour cathédrale, comme disait Boutan. Tu vois ce que je veux dire ? Arnaud parlait d'identité. D'ailleurs, je vais peut-être attaquer le souverainiste, là. À un moment donné, est-ce qu'il ne faudrait pas rompre, comme on dit à Toulouse. Voilà. Est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas rompre aussi avec le souverainisme, dans le sens où, aujourd'hui, d'ailleurs, le nationalisme étant une idée de gauche, comme nous rappelait un certain nombre de penseurs contre-révolutionnaires, est-ce qu'il ne faudrait pas passer du démos à l'ethnos et de penser l'Europe, de penser la civilisation européenne, l'identité européenne? Et j'ai vu beaucoup de gens de droite, voire d'extrême droite, s'opposer par exemple aux listes transnationales. Ils pourraient, devant le flux migratoire terrifiant qui arrive, on pourrait au contraire profiter face à l'immigration de listes transnationales. On a des choses à nous dire entre Européens, entre Polonais, entre Hongrois, entre Hollandais, Allemands, etc. Que sais-je. Question. Question. Alors, on va laisser le bœuf polonais. Non, mais bon, on va sortir de la caricature, mais clairement, je pense que pour aimer les autres, il faut déjà s'aimer soi-même. Et donc, avant d'essayer de réfléchir à faire du transnationalisme et de créer plus fortement une culture et une civilisation européenne, je crois déjà qu'il faudrait qu'on fasse unité en notre pays. Et malheureusement, notre pays... Avec qui ? Mais entre ceux qui habitent autour de nos valeurs. Au regard de nos valeurs et de nos origines, évidemment, et de notre civilisation et de l'histoire qu'on porte. Voilà, de notre histoire. Donc si déjà on était en capacité de faire unité avec ceux qui vivent dans notre pays, si on était en capacité de rompre avec cette politique d'immigration qui est en train de foutre en l'air notre histoire et notre civilisation, déjà commençons par faire unité ensemble dans notre hexagone, avant de commencer à essayer de trouver, à s'affilier, s'assimiler avec nos voisins européens. Donc aimons-nous nous-mêmes avant d'aimer les autres. Voilà. Voilà, non au transnational. Oui, j'avais une question, sous forme de remarque. Olivier parlait tout à l'heure de la colonisation des idées de droite par la gauche qui récupérait des thèmes comme l'écologie, mais moi j'ai l'impression aujourd'hui, j'ai coutume de dire que la droite a tout perdu, même le mépris, puisque quand j'entends... Macron l'a récupéré à 100%. Quand j'entends quelqu'un comme François Boulot qui lui aussi se dit gaulliste, j'entends un discours... d'égalitarisme abstrait qui parle au peuple français de toutes les vertus, où finalement le mal est concentré par une oligarchie prédatrice et parasitaire qui est totalement étrangère
au peuple français. Et finalement, c'est le pendant de droite de la gauche tiers-mondiste, une sorte de droite quart-mondiste. Donc finalement, à part l'Europe, qu'est-ce qui vous sépare de la gauche social-démocrate des années 60-70 ? Est-ce que, là aussi je vais être un peu provocateur comme tout à l'heure, mais lorsqu'on voit par exemple l'orthographe, la déréliction, la déculturation de beaucoup de manifestants, on ne se dit pas aussi, en tant qu'homme de droite soucieux des hiérarchies de la transmission, qu'il y a un problème avec l'école républicaine qui a beau être laïque, obligatoire et gratuite, qui ne remplit pas sa mission. Ouais, il y a 15 000 questions dans votre question. Qu'est-ce que vous faites de l'idée d'hiérarchie, en fait ? Bien sûr. Écoutez, pour le coup, je me sens plutôt de droite, on est bien d'accord. Enfin, je ne peux pas le sentir, c'est que je le suis. Donc, pour moi, la hiérarchie, elle est fondamentale. Le respect de l'autre, elle est fondamentale. Concernant François Boulot, il se dit gaulliste parce qu'il est né d'une famille gaulliste. Pour le coup, quand on arrive au mouvement des Gilets jaunes, non pas un 17 novembre, mais un 27 novembre, habillé d'un attaché de presse, on se pose des questions quand même. Et quand on parle c'est pas un attaché de presse, c'était le responsable qui est à côté de lui, qui travaille dans la culture et qui était le responsable à Caen alors qu'il était à Rouen. Voilà, tout à fait, un attaché de presse qui lui était présenté par un président de conseil régional. Voilà, ça vous pouvez vérifier. Donc quoi qu'il en soit, et qui pour le coup... C'est sympa chez les Gilets jaunes en ce moment. Pourquoi ce petit règlement de compte en fait C'est pas un règlement de compte, c'est du factuel, c'est important. Et ensuite, quand on parle plus de violence policière que des revendications initiales, et quand on légitime par du double langage la violence qu'il y a aujourd'hui dans la rue, pour moi c'est de l'irresponsabilité, on ne peut pas se revendiquer gaulliste quand on fait un double langage par rapport à la violence qu'il y a dans la rue. Ça, je vais faire ma parenthèse. Je suis d'accord avec vous qu'il y a quand même un grand souci dans notre société, et ce peuple de droite qui s'est réveillé dans la rue, on constate également que cette France qui se réveille a la peur parce qu'elle n'est pas suffisamment éduquée elle n'est pas suffisamment éduquée. Et là, effectivement, on se rend compte que l'État a fait faillite de ses tâches régaliennes et qu'un pays ne pourra pas s'en sortir sans une véritable éducation. Peut-être sans une élite aussi. Alors, on a l'impression que l'idée d'élite n'est pas très en cours aujourd'hui chez les Gilets jaunes. C'était soit de la naïveté ou de l'hypocrisie, le fait de dénoncer toute forme d'organisation et de leadership. Il faut être clair. C'est de l'hypocrisie absolue. Pardonnez-moi, quand vous êtes arrivé, vous avez dit, mais je ne suis pas un gilet jaune, je suis un simple citoyen, car la parole d'un gilet jaune vaut la parole de l'autre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté d'élite, il n'y a pas la volonté de sortir des leaders. C'est d'ailleurs, ce sont les médias qui le font à votre place. Ils ont désigné les leaders parce qu'il fallait bien qu'ils aient des interlocuteurs. Ils ne peuvent pas avoir les 60 millions de Français. Donc, si vous voulez, à force de ne pas vouloir d'élite, ce sont les médias qui ont décidé des élites qu'elles auraient. Mais c'est pas antinomique entre le fait qu'il y ait un mouvement qui refuse d'avoir du leadership et une organisation, et le fait de dire que si on veut s'en sortir, il en faut une. Moi, dès le 17 novembre et le 24 novembre, en échangeant avec Éric Drouet, Priscilla Ludowski, j'étais parti sur l'idée qu'il va falloir commencer à structurer. Non, absolument pas. Mais même à l'échelle de la société, lorsqu'on écoute des Gilets jaunes, on a l'impression, comme Lénine, que finalement une cuisinière ferait tout aussi bien que n'importe quel gouvernant. Parce qu'il y a une perte de confiance, il y a une perte de confiance dans nos représentants. C'est ça aussi, c'est qu'il y a une perte de confiance dans nos représentants. Ils ne font plus confiance dans leurs élus. C'est principalement ça. On essaie de revenir sur cette notion d'état des droites. On a vu que cette notion-là, la droite, c'était une discussion. Moi, je pensais que les droites, c'était l'attachement aux libertés, c'était peut-être le plus petit dénominateur commun. La preuve, c'est que là, on en discute, mais on se rend compte qu'en fait, l'un des points communs de la droite, c'est de ne pas être d'accord sur ce qu'elle est et de se diviser, etc. Moi, je voudrais revenir sur le sujet initial. La question de savoir si on peut faire cette union, encore union vous avez des l'impression droites. qu'on se divise. Je la trouve assez ridicule. On vient de vous poser une question. Oui, pardon, je vous ai pas entendu. En quoi vous avez l'impression qu'on se divise depuis tout à l'heure ? Parce que la droite est systématiquement en train de se poser des questions. Non, à l'instant T. On théorise pas. Parce que si, on est en train de se poser la question de, par exemple, quand vous avez réagi tous les deux, est-ce que la droite doit être conservatrice, est-ce que la droite doit être libérale ? En fait, je reprends aussi donc on théorise tous ces intitulés. Voilà. Oui, mais je vais être vulgaire, c'est de la branlette, quoi. Pardon. On est d'accord. Mais je veux dire, ce qui compte, c'est, faut être très pratique. C'est le pouvoir, l'application du pouvoir. Quelle idée ? Point. Votre histoire de savoir, j'ai ma gauche, j'ai ma droite. D'ailleurs, une division à deux côtés, ça, personne ne s'interroge de savoir pourquoi est-ce qu'éventuellement, et hormis la question du Parlement, des gens qui siègent à gauche et à droite, tout ça, ça me paraît un petit peu absurde, un petit peu dépassé par rapport aux enjeux d'aujourd'hui. Ensuite, je pense qu'il y a des gens, par exemple, moi, je sais pas si je suis de droite. Par contre, j'ai plus de points communs avec une majorité de gens de droite, peut-être d'idées de droite. Mais je veux dire, cette idée de vouloir à tout prix faire l'union, je la trouve un peu, vous allez comprendre, faut que j'aille jusqu'au mot, un peu ridicule, parce que déjà on parle de l'union des droites.
Elle a déjà eu lieu, hein. Ça s'appelait l'UMP et ça s'appelait le RPR et l'UDF. Ouais. Et l'union a abouti à la compromission et à l'effacement des idées fortes pour un espèce de centre mou. Voilà, il faut pas avoir peur. C'est quoi cette idée on a un espèce de relativisme absolu en disant oui, il faut les conservateurs, les libéraux, en oubliant accessoirement que c'est contradictoire. Il nous faut aussi, je sais pas, qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute, les sociaux, pourquoi pas les socialistes, etc., etc. Comme si chacun valait 10-10-10. C'est quoi cette idée ? Enfin, je veux dire, je pense pas que la France soit aussi morcelée, soit aussi divisée là-dessus. Et encore une fois, il y a juste besoin d'une incarnation, d'une personne. Vous parlez du général de Gaulle tout à l'heure. Le général de Gaulle, il est pas arrivé en disant bon alors moi, la France, elle est conservatrice, elle est libérale. Il est arrivé sur un moment politique, il a ses moments politiques et il a appliqué. C'est tout. Point. On est d'accord. Voilà. Donc c'est bien effectivement d'avoir ces débats d'idées. Encore une fois, d'être dans la théorie, mais enfin, faudrait pas complètement s'écarter de la pratique. Une toute dernière chose. Vous parliez des élections européenne, ça, vous parlez des élections, vous dites c'est important, effectivement, qu'on fasse plus de 5%, etc. Enfin, je veux dire, on s'en fout. Les élections européennes n'ont aucune importance. Le Parlement européen n'a aucun pouvoir. Vous parliez, c'est important, avec qui Macron va siéger. Alors, mais on s'en fout. Non, je dis un truc. Si le Parlement européen n'a aucun pouvoir, je vais jusqu'au bout pour que vous compreniez. N'allez pas voter. Non, mais ça n'a aucune importance. N'allez pas voter. Non, mais je vous dis pas que ça va voter. S'il n'a aucun pouvoir, pourquoi vous allez aller voter ? Mais parce que vous savez pas si je vais voter déjà. Donc, voilà. D'accord. Donc pour qui vous allez voter ? Et encore moins pour qui je vais voter. Mais je veux dire, les élections européennes, enfin, je suis bien placé pour vous le dire. Vous êtes dans votre rôle, c'est normal. Vous n'allez pas nous dire que ça vaut rien, c'est normal. Non. Et évidemment, ça va donner une certaine température du pays. Mais je vais vous dire un truc, la seule chose qui va compter, c'est 2022. Parce que le Parlement européen n'a qu'un pouvoir, un seul. C'est d'élire avec le Conseil européen, c'est-à-dire tous les chefs d'État, le président de la Commission européenne, et vous le savez. Pour le reste, c'est peanuts. Il n'y a pas d'initiative des lois, il y a un très faible pouvoir de contrôle, c'est tout. Vous êtes une chambre d'enregistrement. Donc, il faut juste dire ça et dire que le but dans cette élection, c'est juste de voir si on va arriver à avoir un bloc, là, je vais vous faire plaisir, plutôt à droite, pour envisager les échéances futures, qui sont les seules échéances utiles. Les régionales, les présidentielles. Voilà. Juste, c'est quand même un laboratoire, le Parlement européen. C'est là où on applique les règles qu'on voudra nous appliquer demain. C'est là où on voit comment ça va se passer, où le déraisonnable. Vous le voyez, mais vous n'avez pas de prise là-dessus. Regardez sur les droits d'auteur, par exemple. Vous avez un pouvoir, ça nous pose un vrai problème. Est-ce que vous avez un pouvoir là-dessus ? Quand il y a des députés européens, ils ont un pouvoir quand même. Alors sur l'Europe, et je crois que Martial s'en rappelle très bien, les élections européennes, ça fait monter des mouvements politiques. Le Front National est monté grâce à l'élection européenne. Les Verts sont montés grâce à l'élection européenne. Pasqua est monté grâce aux élections européennes. Pour quel résultat ? Villiers ? Le problème n'est pas les résultats, c'est qu'on est visible pour les prochaines élections. Oui, mais je comprends ce que vous voulez dire, mais c'est un sondage, quoi. Vous avez un sondage qui vous met à 15%, oui, mais et vous arrivez à pouvoir dire, j'ai fait 4%. C'est très important. Autrement, on n'existe pas. Chaque élection est importante. Il fiche d'exister, l'important, c'est de prendre le pouvoir. Excusez-moi, je vous laisse continuer. Oui, mais pour prendre le pouvoir, il faut quand même être présent sur la scène politique. Et le gros problème, c'est l'avantage qu'a eu Macron. Macron a compris une chose. Je pense que c'est là qu'on en arrive à ce problème de la droite et de la gauche, c'est que lui, il a dit, moi, je vais réunir les gagnants de la mondialisation, ceux qui n'ont pas peur, ceux qui sont les gagnants. Et ces gens-là, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont considéré que Macron allait les amener. On sait maintenant où il va les amener, il n'y a pas grand-chose, mais sur le moment, ils y ont été. Dans le mur. Ouais. Mais aujourd'hui, ils ont été les seuls. Et le problème de la droite aujourd'hui, comme de la gauche, elle est incapable d'avoir un discours politique vis-à-vis de son électorat. Aussi pour revenir effectivement à la question qui était posée sur une hypothétique union des droites, je fais de la presse depuis plus de 30 ans, c'est à peu près aussi plausible que la reformation des Beatles. Hein. Et Pierre-Édouard Gentillet avait raison en évoquant effectivement l'union des droites existait, c'était l'UDF et le RPR. Le RPR a amené l'argent, les militants, et l'UDF est venu avec des idées. Mais il y a eu avant l'union de la gauche, effectivement ça fait remis au PS de détruire le Parti communiste. Les seuls oui. Vichy a été un peu l'union de la gauche avec une partie de la droite au début. Et quant au général de Gaulle, il a gouverné après avec des communistes, des chrétiens démocrates et aussi quelques éléments de la droite patriote. Il ne faut pas les oublier non plus. Mais c'est pour ça, avec l'histoire de l'Union, à l'échelle nationale, il y a toujours
laboratoire expérience d'union ou des droites ou des gens de bon sens, si vous préférez, qui puissent fonctionner, c'est à l'échelon local. C'est par exemple Jacques Bompard à Orange, c'est Robert Ménard à Béziers, mais ce sont pas des listes, c'est pas vraiment des listes d'union des droites, il y a un peu de centre-gauche, un peu de tout, puis il y a surtout des sans-étiquettes et des commerçants de centre-ville, ce qui est très très bien. Mais à l'échelon national, effectivement, on court après une chimère. En revanche, il y a quelque chose... Déjà, même à la droite de la droite, entre groupuscules comme à la gauche de la gauche, dès qu'il y a 3 mecs dans une cabine téléphonique, il est en train de chanter l'International, lui, on se connaît, il y a déjà une scission le lendemain, quoi. Donc ça, c'est décidément... Je crois plus sur la reformation des Beatles, finalement. Alors, je voudrais juste répondre à monsieur, là. Rappelez-moi votre nom, pardonnez-moi. Pierre Gentil. Pierre. Je croyais que c'était moi. Si devant une caméra de télévision, vous dites que d'aller voter... Moi, je suis pas un politique, vous êtes un politique. Moi, je peux le dire, ça ne sert à rien. Voilà, je l'ai dit. Voilà. Vous avez quoi à dire? Donc, vous porterez la responsabilité... J'ai pas de responsabilité, je suis pas un politique. Je suis irresponsable. Voilà. Vous porterez l'irresponsabilité de maintenir en haut des sondages et donc au pouvoir des mondialistes tels qu'Emmanuel Macron, parce que eux, les macronistes, ils iront voter. Donc vous portez cette irresponsabilité. Et là, c'est pas aux politiques ou à votre métier. C'est en tant que politique. Je vous donne un avis. Je parle. Moi, je suis pas politique. Je suis citoyen. Si t'es président de la République, je vous dirais pas ça. Je suis un citoyen qui m'engage en politique. Là, ce soir, c'est pour ça que je vous dis que vous faites de la politique. Vous parlez de quoi? On parle pas tricot. Je parle de politique. On parle pas tricot. Donc vous êtes un citoyen qui vous engage en politique. Sinon, je ne m'engage pas en politique. Sinon, je vous suis pas allez engagé. regarder M6, c'est Top Chef ce soir. On est bien d'accord. On parle de politique. Donc vous faites de la politique. Vous faites de la politique. Donc tout le monde fait de la politique. Mais bien sûr. Votre belle-mère, quand elle discute avec vous dans le salon, devant France 2, devant Arte, elle fait politique. Oui, d'accord. Si vous voulez, c'est pas la même chose qu'un responsable, comme vous, qui aspire d'absoluité ou qui a des responsabilités, ou un président de la République qui dit européenne, ça ne sert à rien. Je le dis un peu brutalement, mais en substance, c'est vrai. Pour le coup, vous parlez de politique avec un micro devant une caméra de télévision. Je peux vous assurer que vous avez une responsabilité dans les mots que vous utilisez. Et quand vous dites que d'aller voter, ça ne sert à rien pour les élections européennes. Responsabilité, ça veut dire pouvoir. Je n'ai pas de pouvoir. Vous êtes en train de mettre une symétrique juridique. Vous êtes en train de mettre une couette en plume d'oie 100% naturelle à Emmanuel Macron pour les années qui viennent. Et vous en porterez la responsabilité. Alors, attendez. Pas de pouvoir, pas de responsabilité. Alors, Pierre Jovanovic, le retour. Là, ce que j'entends là, j'hallucine. Comment pouvez-vous dire aux gens de ne pas aller voter? Mais c'est vous l'irresponsable. Mais si, mais si, voilà, c'est avec Arnaud Soyer qui vous met dans la lumière. C'est la même chose. C'est la même chose. Le vote, c'est la dernière chose qui nous reste. Le Parlement dans la chose. Ah oui, le Parlement européen. C'est la dernière chose qui nous reste. Mais pas pour ces élections-là. Mais si, mais à ce moment-là, ça serait la même chose pour Macron. Vous allez dire répondez à un sondage, vous aurez le même impact qu'aller voter aux européennes. Alors qu'est-ce que vous faites là? Parler de politique si vous allez pas voter? On est d'accord. Vous comprenez pas mon propos. Ah oui. Mais non, j'entends très bien, tout le monde entend très bien. Pas mon propos. Dans le micro. Mais ça, c'est quelque chose qui me dépasse. De venir parler de politique et de dire aux gens qu'aller voter, ça ne sert à rien. Mais je n'ai vous pas n'avez dit rien ça, à faire là. J'ai dit les européennes ne servent à rien. Merci. Vous n'entendez que ce que vous voulez entendre. Voilà. Ah, vous vouliez du débat, vous en avez. Bon. On suit. Merci Arnaud Soyer, merci au caméraman. On continue Arnaud. Je voudrais venir quand même au secours de Pierre et poser une question. C'est on a parlé de l'époque de Gaulle, on parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le pouvoir, il n'est plus du tout autant dans les institutions qu'il était à l'époque de Gaulle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir est moins dans les gouvernements, dans les assemblées, dans les pouvoirs constitutifs qu'il ne l'était avant, pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, le pouvoir, il s'est divisé et il s'est déplacé dans d'autres sphères, les sphères des grandes banques, des grandes multinationales, des philanthropes internationaux, comme peuvent l'être Attali, Soros, etc. Et effectivement, dans ce sens-là, aller voter a beaucoup moins d'impact qu'avant sur le champ politique. Moins d'impact, mais alors on a toujours. Et le fait la Belgique, il y a 2 ou 3 ans, a vécu 1 an et demi sans gouvernement, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Et l'Italie? Vous venez de dire que ça J'ai dit le Parlement européen et les élections européennes n'ont pas de pouvoir. Enfin, c'est compliqué, le Parlement européen n'a pas de pouvoir. J'entends Jovanovic au plus... Jovanovic, excusez-moi, vous avez mal traduit, monsieur. Pierre Gentillet. Non. Vous n'avez pas de micro. Oui. Je suis d'accord. Vous n'avez pas de micro. On n'aurait pas eu de Brexit. Un micro, Il y a eu un il faut que vous référendum preniez un derrière. micro dans la lumière. Il y a eu un référendum. C'est bon, on continue. Si Nigel Farage n'avait pas été élu, d'accord, il n'y aurait pas eu de Brexit. Mais il a passé son temps à se battre contre l'Europe de l'intérieur. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Tout simplement. Mais je comprends pas. Je ne
comprends pas. Mais c'est stupide ce que vous dites. Pierre, restez avec nous. Asseyez-vous, parce que là, les retours... Non, il veut pas. Bon, c'est pas... Bon, regarde, on va. Allez, à bientôt. On continue. Juste une chose. Vous dites voter, ça sert à rien. D'accord. Arrêtez de me dire ça, repassez l'extrait, je n'ai pas dit ça. C'est extraordinaire. Non, mais, vous n'êtes pas le seul à dire ça, j'entends ça régulièrement. Je ne le dis pas. Et n'oubliez pas qu'avant chaque élection européenne, on a toujours de tout un tas de trolls sur les réseaux sociaux qui viennent nous expliquer que voter, ça ne sert à rien. Je pense que vous l'avez tous vu. D'accord. En Italie, il s'est passé exactement la même chose l'année dernière. Vous avez tout un tas de trolls. Pierre, asseyez-vous. Non, juste. Ici, asseyez-vous. Asseyez-vous. Et c'est mon émission. C'est l'émission de Benjamin. Voilà, vous voyez, c'est quand les invités. Alors, quand tu te remets comme ça. Ok. Vous avez tout un tas de gens qui ont expliqué que ça ne servait à rien d'aller voter parce que le système politique italien était pourri, ainsi de suite et ainsi de suite. D'accord ? Et pourtant, les Italiens ont voté massivement à 70% contre le Premier ministre. Et en fait, c'était un vote anti-européen. Et vous allez voir les élections, les élections européennes en Italie dans les 2 prochains mois. Donc, moi, je discute pas de politique. Je dis simplement, le vote, c'est la dernière chose qui nous reste. Exactement. Voilà. Allez voter. J'ai 2 contre-exemples pour vous. En 2005, on a voté non à la Constitution européenne. Au final, ça a été ratifié plus tard. Et le Brexit, on attend toujours. C'est pas le sujet. D'accord. Bon, d'un autre côté, Orban serait président du Parlement européen, ça changerait aussi les choses, faut bien dire. Et donc, il y a un moment donné, vous pouvez pas dire que le Parlement européen ne sert à rien. Je le dis une nouvelle fois, sur les droits d'auteur, ça a été voté par le Parlement européen. Pour TV Liberté, ce n'est pas une bonne nouvelle et ça sera appliqué en France. Parce que ce qui se passe au Parlement européen arrive toujours dans notre pays, surtout quand c'est le pire. Ça, croyez-moi. Est-ce que vous voulez poursuivre ? Mais arrêtons là, on termine sur les droites, on termine parce qu'on a dépassé tous les compteurs. À l'état des droites, c'est simple, Martial, on va revenir à ce que Pierre Gentillet appelait sa fameuse photographie qui en principe ne veut rien dire, parce que ce n'est qu'un instant T. C'est un sondage qui est paru la semaine dernière, sondage qui excluait de fait la présence d'une liste Gilets jaunes. Le total, on va dire, des 3 listes de droite, c'est-à-dire en incluant malgré tout la liste des Républicains menée par François Bellamy. Le Rassemblement National et la liste de Debout la France, les 3 cumulés, 43, 44, non 41%. 41. Donc le fameux mouvement d'extrogir qui a certes... dont je me suis proche, parce que moi je suis réellement de droite, à commencer parce que je pense qu'il y a une césure fondamentale entre la droite et la gauche sur les questions anthropologiques. C'est-à-dire que quand on est réellement de droite, il y a des délires anthropologiques, notamment sur ce qui s'est passé ces derniers jours aux États-Unis, qu'on ne peut pas tolérer ou qu'on ne peut... Mais si, mais la droite au sens ontologique et essentiel du terme. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que malgré tout, les droites, alors qu'on ne cesse de dire que la France... la société française se droitise, l'expression politique, ce n'est que 3 listes qui ont pourtant des différences et qui ne s'allieront jamais, ce n'est que 41%. Ouais. Voilà, c'est ça l'état des droites en France. C'est-à-dire que même les gens, je pense qu'une partie des gens de droite se sont auto-intoxiqués sur une pseudo-droitisation. On peut aller un peu plus loin, on peut quand même aller un peu plus loin si on regarde ce sondage-là. Vous allez récupérer le point de la salle, vous allez récupérer le point et demi de Philippot et le demi-point d'Asselineau. Vous allez récupérer on va monter à 46 quand même. Je ne voudrais pas interrompre vos calculs, mais c'est pas comme ça qu'il faut compter et additionner les listes de droite. Simplement, c'est que ça s'est vu au référendum en 2005 et ça s'est vu en 2017. Les candidats on va dire eurosceptiques, voire franchement anti-européens, populistes, souverainistes, tout ce qui ne représentait pas Macron, effectivement, a fait à peu près 60% des voix. Donc c'est pas les droites qui sont majoritaires, c'est, on va dire, les candidats anti-système ou dissidents. C'est comme ça, je pense, qu'il faut compter. Et là, je suis d'accord avec notre invité, c'est que si Macron fait la liste, la République en marche fait même 30% dans 2 mois, il y a que 70% des Français, donc les perdants de la mobilisation, qu'ils soient de gauche ou de droite, effectivement contestent effectivement ce système. Donc cette alliance, à la base, cette alliance du peuple, elle est majoritaire. Sauf qu'elle n'aura jamais lieu. Elle a eu lieu en Italie. En Italie. Elle a eu lieu en Italie. Et c'est pour ça que Marine Le Pen a été, je pense, a fait preuve de beaucoup de sens politique en 2007, en faisant plus des avances, en faisant plus du pied aux électeurs mélenchonistes qu'à des gens comme Fillon qui ont tous voté Macron après. Ouais, on a vu le résultat, c'était très pertinent comme choix. Nicolas, il t'aura pas échappé que Marine Le Pen a, du jour au lendemain, jeté aux orties son programme anti-européen en prétexte que Orban, Salvini étaient élus. Donc tout le monde se rit du score ridicule de Philippot, qui était en fait la tête pensante du Front National de Marine Le Pen. Aujourd'hui que le Front National n'a plus de programme européen, il fait 20-22% juste sur le rejet du système.
On va arrêter là. Benjamin Cauchy, est-ce que vous voulez conclure, faire la synthèse? Ça serait peut-être un petit peu plus compliqué, mais est-ce que vous avez un dernier mot à dire avant de passer à une autre rubrique, qui est la dernière rubrique de cette émission? Je pense qu'avant de faire tomber le clivage droite-gauche, au terme des élections européennes, il y aura quand même une photographie du rapport de force des droites, qu'on le veuille ou non, et ça nous permettra de construire par la suite ce chemin de croix dont je parlais tout à l'heure, de convergence des droites vers un projet commun et une histoire commune. Ça sera un long chemin. Pour moi, la crise des Gilets jaunes était le premier étage de la fusée, qui était celui de faire briser les tabous et de réveiller les consciences. Le deuxième étage, ça sera les élections européennes. Le troisième étage de la fusée, je suis toulousain, donc je fais toujours des références à l'aérospatiale. Le troisième étage, ça sera les élections présidentielles. Allez, l'esprit de synthèse, c'est Ignace qui l'a trouvé au moins pour les Gilets jaunes. Au manif Gilets jaunes, il y a la droite populaire qui défile et l'ultra-gauche qui détruit. Voilà, ça, je pense que ça fera consensus autour de cette table. Qu'aurait dit Henri IV? Il aurait dit « Ralliez-vous à mon gilet jaune », bien évidemment. Face à l'iniquité, sublimons nos différences. Et un prêtre dit « Gilémons-nous les uns les autres. Gilémons-nous les uns les autres. » Wow. Allez, alors là, on va faire la série religieuse. Hommage à Jérôme Rodriguez et à toutes les victimes qui ont souffert pour la bonne cause. Dieu vous le rendra au centuple. Mais mon père, un œil me suffira. Il y a beaucoup de blessés quand même. Hein. Il y a eu beaucoup trop de blessés, et même si je ne veux pas tomber dans ce jeu de manipulation des esprits que tente Castaner à nous assimiler à des casseurs, je trouve que la réponse policière a été plus que disproportionnée, et on peut parler avec beaucoup de forces de l'ordre. Ils ne comprennent pas comment, avec un LBD, on arrive à tirer dans un œil, alors que normalement la cible, elle se suffit sur le tronc. Voilà, j'irai pas plus loin sur le sujet, mais il y a quand même un questionnement sur la disproportion de l'usage de la force. Et de ceux qui ont décidé de cela. Qui fédère mieux la droite que Jeanne d'Arc? Et pourtant, je ne suis pas la moins radicale. Dieu premier servi. Hein, là, vous voyez, on va repasser à autre chose. Toutes ces manifestations populaires lui donnent froid dans le dos. Bien évidemment, Emmanuel Macron, couvrez-vous avec ce gilet jaune. Sortez couvert. Voilà, sortez couvert. Bonne prestation du porte-parole de Debout la France. Cauchy nous a scotché. Voilà, c'est ce que je suis censé vous dire. Et pourquoi vous engagez-vous? Et attendez les élections, vous allez voir. Pourquoi vous engagez-vous à droite, Benjamin Cauchy? Parce que je conchis la gauche. Exactement. Jeu de mots. Allez, qu'est-ce que vous faisiez à 20 ans? On va le savoir tout de suite. On regarde. J'espère pas. En 1999, l'année de vos 20 ans, Benjamin Cauchy, l'euro est officiellement introduit dans 11 pays européens. Le traumatisme supposé du changement de monnaie est tel que l'on planifie l'introduction des pièces et billets pour le 1er janvier 2002 seulement. 3 ans pour apprendre à compter dans une nouvelle unité avec en secours un double affichage des prix. Le traumatisme est important. Benjamin, comme tout le monde, vous habitez dans un pays, la France, et subitement, vous apprenez que vous vivez dans une zone, la zone euro plus précisément. Les banquiers et la finance, toujours plus agiles avec les chiffres, adoptent dès le 1er janvier 1999 la nouvelle monnaie et la bourse commence ses cotations en euros 3 jours plus tard. S'il vous reste des pascals de 500 francs, sachez Benjamin que les billets restent échangeables jusqu'en 2022. D'ici là, on se préparera peut-être à quitter l'euro. Le 31 janvier, 100 000 personnes défilent à Paris contre le Pacs. La première proposition de loi tendant à créer un contrat de partenariat civil sera déposée au Sénat par Jean-Luc Mélenchon 9 ans plus tôt à la suite de la rencontre avec l'association Quai pour la Liberté. En 1999, le débat s'instaure après la délivrance par des maires de gauche de certificats de concubinage pour des couples homosexuels. L'opposition demande que le texte ne soit pas débattu car elle l'estime contraire à la Constitution. La gauche au pouvoir promet que le Pacs sera un contrat civil pour rétablir une équité patrimoniale et surtout qu'il ne déboucherait jamais sur le mariage homosexuel. Après des débats parlementaires houleux, le Pacs sera définitivement adopté le 15 novembre 1999 en 3e lecture à l'Assemblée. En 2010, 3 ans avant l'adoption du mariage pour tous, les Pacs homosexuels ne représentaient que 4% des Pacs. Le
2 avril débute l'opération Force Alliée durant la guerre du Kosovo sur fond de fake news dont les Américains ont le secret. Les frappes de l'OTAN visent le centre de la capitale de la Serbie en représailles du massacre d'Albanais à Račak. Pour les Serbes, il s'agit d'un accrochage entre l'armée de libération du Kosovo et l'armée yougoslave. Les États-Unis, eux, affirment avoir intercepté et enregistré des conversations téléphoniques prouvant le rôle du gouvernement yougoslave dans le prétendu massacre. L'OTAN prend parti pour la version américaine et les morts de Račak se voient ainsi frappés du sceau de crimes contre l'humanité. Le Monde diplomatique vient de publier pour les 20 ans de ce conflit un article sur le sujet qu'il qualifie de énième fake news des services secrets américains. Tout le monde le sait, toute riposte doit être proportionnelle au préjudice causé. Alors, faisons les comptes. À Raqqa, 45 Albanais avaient trouvé la mort. Le bombardement de l'OTAN, lui, en fera plus de 500 parmi les civils. C'est incroyable de voir comme l'histoire bégaye, mais le plus incroyable, c'est qu'à chaque fois, on fait mine de croire les USA et que ceux qui émettent des doutes sont qualifiés de complotistes qui propagent des fake news. Côté culture, nous avons sélectionné Astérix et Obélix contre César, la première adaptation au cinéma de la BD d'Uderzo et Goscinny. Claude Zidi réunit une belle brochette de comiques avec Christian Clavier, Gérard Depardieu et Roberto Benigni. Les dialogues sont signés Gérard Lauzier, qui est plus connu pour ses BD La course du rat et Tranche de vie. Avec 275 millions de francs, soit 42 millions d'euros, c'est le film français le plus coûteux jamais réalisé. Il est classé premier du box-office français pour l'année 99, malgré des critiques plutôt tièdes. Si la France opérait un retour sur le passé avec Astérix, les USA se projettent dans le futur avec le film Matrix. Inspiré des analyses de la société contemporaine de Jean Baudrillard, Matrix dépeint un monde où les hommes vivent dans une réalité virtuelle diffusée par la matrice. Le premier volet, de ce qui sera une trilogie, réalise 460 millions de dollars de recettes. Il est très bien reçu par la critique et remporte 4 Oscars. Et pour finir, en 99 sortait Believe est un tube planétaire chanté par Cher, une femme de 52 ans, une MILF comme l'on dit aujourd'hui. Elle a commencé sa carrière dans les années 60 avec I Got You Baby, un autre tube. Cher, c'est une véritable machine à cash. On ne compte plus ses succès. Saviez-vous que c'est elle aussi qui chantait Bang bang, you shot me down, bang bang, and I hit the ground. Alors, l'introduction de l'euro, le Pax et Račak, la fake news des USA, mais aussi les sorties d'Astérix et Obélix contre César, de Matrix et du tube Believe. Que pensiez-vous de tout cela quand vous aviez 20 ans? Et maintenant, avez-vous changé d'avis? Alors, dites-moi tout ça dans cette année-là. Cette année-là, vous avez 20 ans. Vous êtes où, à Toulouse? Non, je suis à Lille. Je suis à Lille et je m'occupe pour le Nord-Pas-de-Calais de l'Uni. Voilà. Et donc vous êtes étudiant encore. Donc je suis Parce qu'on connaît beaucoup d'étudiants qui sont syndicalistes et qui ne sont plus étudiants, n'est-ce pas? Mais oui, à l'Uni, il faut être. Généralement, ils sont à l'UNEF et ils finissent à la mairie de Paris. Exactement. Ah, oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Ou à la MNEF, ou alors après ils vendent des montres, hein. Ou alors ils en achètent, voilà. Ou ils se les font donner. Plus sérieusement, en 99, moi ce qui m'a marqué effectivement c'est le Pax. Non, attendez, vous êtes à Lille, mais vous faites quoi à Lille? Vous êtes marié Alors je suis pas marié, je suis étudiant, je suis à la fac de droit, en première année de droit, qui n'a pas forcément... Donc vous faites rien, quoi. Qui n'a pas forcément abouti, et c'est vrai que je m'engage plus dans le militantisme que dans mes études. C'est pour ça que j'ai changé après. Donc j'ai 20 ans, je m'amuse bien, j'ai une petite amie... Elle s'appelle On continue. On dirait Marc-Olivier Fogiel, vous me décevez là, c'est terrible. Sortez le divan. Donc voilà, plutôt épanoui et déjà fort goût à la politique. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, est-ce que vous vous intéressez à la politique un peu, forcément? Oui, absolument. Hein? Vous ne faites pas que des collages d'autocollants? Ah non, on fait pas des collages d'autocollants à 100 francs l'amende. Non, ce n'est pas que ça. C'était aussi bien essayer de... Vous êtes taquin, c'est incroyable. Ça rappelle des souvenirs non, mais ça dépend quelle époque vous avez connu l'Uni. Si c'est avant 95 ou après 95. L'école libre. Voilà, c'est ça.
C'est ça. Personne ne l'a connu. On explique parce qu'à l'Uni, on faisait des autocollants. On faisait des autocollants, oui, à l'école libre, etc. Et on donnait les autocollants énormément. Donc, tous les gens qui voulaient mettre pour l'Uni mettaient ces autocollants-là. Et puis ceux qui étaient d'accord pour l'école libre, coupaient l'autocollant et mettaient oui à l'école libre sans mettre l'Uni. Voilà, je vous dis tout. Donc, vous mettiez les autocollants, mais pas seulement. Mais pas seulement, on mettait aussi des affiches, on recrutait, on motivait, on tractait, on se présentait aux élections à la fois de l'UFR et puis également pour les élections du Crous pour essayer de faire en sorte que les valeurs de droite soient les plus représentées possibles. Et donc l'Union de la droite existait à l'époque de façon un petit peu artificielle dans ma section où j'avais à la fois des UDF. C'est peut-être le mot. Ouais, je savais que ça vous plairait. Il y avait des UDF, des RPR, et j'avais même si je peux donner son prénom, il s'appelait Pierre-François, je me souviendrai. Sans doute il nous regarde, et qui était de l'Action française, qui faisait également partie de la section de l'Uni à la fac de Lille. Voilà, et d'autres qui s'appellent Frédéric, qui travaille maintenant sur Paris, qui est journaliste à Contrepoint. Voilà. Donc il y avait beaucoup de monde, c'était plutôt sympathique à l'époque. Voilà. Donc moi, le Pax, on y vient. C'est un sujet qui m'avait interpellé, qui avait cristallisé la société, qui avait scindé la société en deux. Ça se voulait être utile et finalement, ça a servi uniquement à opposer la société. Et moi, je retiens le bouquin de Marc Abélès, un ethnologue à l'Assemblée qui était sorti quelques mois après, qui était un ethnologue qui était resté pendant plusieurs mois à l'Assemblée nationale pour analyser le comportement des parlementaires sur justement la manière dont avait été construite la loi sur le Pacs et comment elle avait été votée. Et malheureusement, les gens qui défendaient le Pacs avaient sorti parfois des arguments trop caricaturaux, et les gens qui étaient pour le Pacs avaient également sorti des éléments trop caricaturaux. Et quelques années après, pour ce qui s'est passé avec le mariage pour tous, malgré l'échec d'une certaine droite à s'opposer au Pacs, les opposants au mariage pour tous sont tombés dans le même panneau, alors que tout était écrit déjà. Voilà. Et je crois que Vous avez manifesté contre le Pacs ou pour le Pacs? Alors non, à l'époque. Pour la manif pour tous? Non, à l'époque, je vous avouerai que ça m'était un peu passé par-dessus. J'avais été marqué par le sujet, mais je n'avais pas manifesté. En revanche, contre le mariage pour tous, effectivement, j'étais dans la rue sans aucun complexe. D'accord. Voilà. Massacre de Raqqa. Le temps. On pense bien sûr à ce mois début avril-mars au bombardement de Belgrade, bien évidemment. Ça a été catastrophique, mais à chaque fois, au-delà de Raqqa, c'est l'attitude des Américains dans tout conflit international. Il y a toujours une fake pour démarrer et pour atteindre leurs propres intérêts. Moi, je me mettrai en parallèle avec la petite fiole. C'est Colin Powell qui avait sorti ça à l'ONU en disant « Regardez, il y a du produit chimique, attention, il faut y aller ». Et à chaque fois, ils nous sortent les mêmes entourloupes. Voilà. Donc ça, c'est caractéristique de la politique internationale des États-Unis. Et j'espère sincèrement que l'Union européenne ne tombera pas dans ce panneau-là, et c'est pour ça qu'il faut changer l'Union européenne. Alors, avec votre petit ami, vous écoutez Cher, forcément, I Believe. Non. En 99, je devrais que j'ai un peu préparé le truc quand même, parce que je ne me souvenais plus du tout de ce que j'écoutais. Il y avait l'album de Johnny Hallyday, 100%, qu'il avait créé avec son fils. Et ça, c'était quelque chose qui avait été beaucoup plus sympathique que cette petite dame liftée. Ah non, elle n'était pas liftée encore. Non, mais voilà. Elle liftée maintenant. Voilà. Ça m'intéressait pas. Elle rajeunit d'ailleurs. Johnny, elle a fait à 30 ans maintenant, c'est bien. Oui, ça m'a pas marqué. Alors Johnny, 100%, bien évidemment, son plus gros album, je crois. L'un des plus gros albums, effectivement, écrit par son fils. Beaucoup de chansons écrites par son fils David. À l'époque, il parlait moins d'argent. Donc c'était. Le sens, c'est SANG, pas CENT. Oui, absolument. Oui, c'est ça, voilà. Oui, absolument. Voilà, mais c'était pas les mêmes chiffres, vous voyez. Donc voilà. Donc ça, c'était plutôt un souvenir musical. Et puis vous alliez au cinéma parce qu'à Lille, il y a des cinémas. Absolument, et Matrix m'avait interpellé parce que c'était une innovation française au cœur de ce film, au-delà de l'histoire, parce que je prendrais plutôt le côté réalisation. Et Matrix a mis... le film de Matrix a utilisé une innovation française qui était celui de faire tourner des caméras en simultané à 360 degrés, un système d'appareil photo, ce qui fait que les mouvements du héros de Matrix, c'était une première. Et donc c'est comme si la caméra tournait à 360 degrés, alors qu'en fait c'est un système de photographie qui prenait en simultané. Voilà.
Et l'introduction de l'euro, on n'avait pas parlé du tout. Ça m'a surpris parce que, vous voyez, vous êtes en train de me parler de Matrix. Ouais. Et l'introduction de l'euro, je me dis, tiens, ça fait 2 minutes que je me dis, mais pourquoi il ne m'a pas parlé de l'introduction de l'euro ? Ça vous a pas marqué, ça ? Moi, ça a énormément marqué. On était devant notre distributeur automatique de billets. Pas en 99. Rendez-nous les francs. Pas en 99. Non, mais c'était bientôt. Moi, je m'y préparais déjà très tôt. Parce que, oui, j'étais psychologiquement très prêt. À moins que vous fussiez dans la haute finance. Sinon, moi, j'ai le souvenir d'être allé au distributeur à Bruges le 31 décembre 2001 ou 1er janvier 2002. J'étais à Bruges avec la même petite amie, vous voyez. Mais pourquoi c'est un conservateur ? Ça peut m'arriver. Voilà. Je suis un peu moins conservateur. Enfin, c'est plus la même en tout cas. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Parce que rassurez votre épouse quand même. Je suis plus marié. Je ne suis plus marié. Bon, d'accord. Donc voilà. Vous êtes plus conservateur. En tout cas, l'euro, effectivement, c'était pas très flagrant en 99. Je crois que les Français et de manière générale nos voisins et amis européens s'en sont vraiment rendus compte le 1er janvier 2002. Et là, ils sont tous allés tirer le premier billet de 20 € le soir du jour de l'an. Voilà. Allez, toute dernière question. Vous êtes député européen le 26 mai prochain, c'est le bonheur qu'on vous souhaite. Parce que nous allons aller voter. Voilà. Qu'est-ce que vous faites ? La première chose que vous faites, je sais pas, vous buvez un verre, vous rappelez votre petite amie de Lille en disant « tu as vu ?» 20 ans plus tard. Qu'est-ce que vous faites ? Vraiment, la première chose que je vais faire, je vais appeler mes parents et leur dire que je les aime et je vais les remercier du courage qu'ils ont eu à me supporter depuis que je suis gamin, depuis que j'ai 16 ans et que je me suis carté en politique, alors que je ne leur ai dit qu'à l'âge de 18 ans. Et je leur dirai merci de m'avoir fait confiance malgré toutes les turbulences que j'ai pu leur apporter dans la vie. Donc ça sera une preuve d'amour. Voilà. Eh bien merci. Merci Benjamin Cauchy. Merci de vous être prêté à ce numéro 100 un peu spécial, avec beaucoup de surprises. J'étais ravi de vous recevoir. Nous étions ravis de vous recevoir avec nos amis sociétaires. Et puis... c'est l'heure de la page de pub. Vous avez bien évidemment le récit d'une épopée. Ce sont les 5 ans de TV Liberté, avec bien évidemment à l'intérieur une grande place pour Bistro Liberté. Daoud Bourzala, qui est ici, a fait partie de l'histoire de Bistro Liberté, puisqu'il a été notre invité à votre place, Benjamin Cauchy. Et bien, je le répète souvent, l'émission qui a duré plus de 2h30 s'est terminée par le fait que notre régie s'est arrêtée elle aussi, que nous n'avons pas récupéré les images, et qu'avec le public qui était là, avec les techniciens qui ont accepté, parce que ce sont des types bien, et des femmes bien, parce qu'il y a des femmes, avec nos sociétaires, nous avons recommencé 2h30 suivant. Il était donc minuit et demi, 1h du matin, qu'on a terminé avec le sourire et avec... beaucoup de bouteilles de vin qui avaient été bues, donc l'ambiance était particulièrement bonne. C'est l'ambiance de ce bistrot. Avec modération. Et avec modération, bien sûr, mais en fait on s'en fiche. Et donc c'est vraiment l'ambiance de ce bistrot. Cette ambiance-là, ça fait 5 ans que nous la partageons avec vous. Et j'espère qu'on la partagera encore pendant 5 ans. À bientôt. Bye bye. Bravo. Bravo à vous, Martial.